Bonsoir à toutes et à tous. On propose de démarrer. On attendait dans quelques personnes. On va démarrer plus l'heure. Merci de notre rencontre et d'échanger avec nous sur les questions du plan local d'urbanisme et plus particulièrement la thématique de l'environnement et de la démarche de l'évaluation environnementale. On a donc, c'est ce qui apparaît là, prévu d'enregistrer aussi un peu l'échange, puisqu'on propose aussi que soit diffusé la séance de ce jour pour les personnes qui ne peuvent pas être présentes. Donc, on met en ligne effectivement nos séances de concertation du flux. Donc, à ce titre-là, voilà, la présentation sera filmée. Caméra, alors elle est là, pour surtout sur ceux qui interviennent là dans la présentation. Ce n'est pas forcément un film global de la salle. Donc, par exemple, vous ne serez pas directement concerné par le spectre de la caméra. Ce soir, donc, ce qui vous est proposé, c'est une présentation qui vise à donner le contexte du plan local d'urbanisme, pour rappeler les éléments de calendrier, la démarche, pourquoi on lance cette démarche PLU qu'on appelle les numéro 3. Plus fort aussi. Je vais faire l'effort de parler plus fort. Et effectivement, faire une présentation sur ce que sont les enjeux environnementaux du territoire et la manière dont un document d'urbanisme, donc le PLU2 actuel et la perspective du 3, peuvent permettre d'y répondre. Donc, on aura une présentation à deux voix. On a aussi le bureau d'études qui nous assiste sur la démarche de l'évaluation environnementale, qui est là aussi, qui a fait le travail d'analyse de ce qu'on appelle l'état initial de l'environnement, qui fera aussi une part de la présentation. On fera ça à deux voix. Bien évidemment, il y aura un temps aussi pour des échanges et des interactions. Ceci étant, n'hésitez pas à interrompre si jamais la présentation n'était pas suffisamment claire et emporte les précisions nécessaires. Pour rappel aussi, ça je vous le dis pour éviter que vous notiez tous les éléments en détail, les éléments seront aussi transmis. Donc ce qui vous est présenté là ce soir vous sera aussi transmis et mis en ligne. Vous aura à disposition. Il y aura aussi comme élément fourni l'état initial de l'environnement et sa synthèse, qui sera aussi mise à disposition pour rentrer dans le détail. La matière est riche du sujet. On essaie de parcourir l'ensemble des questionnements et des enjeux. On ira effectivement peut-être un peu vite, certains peut-être un peu trop vite, donc on pourrait effectivement à la fois approfondir les sujets avec les documents qui seront mis à disposition et vous pouvez aussi, au cours de la concertation qui se déroule bien évidemment à l'issue de cette réunion, poursuivre vos contributions. Alors, le PLU, on appelle PLU 3. Ah, c'est bon. Donc ça, on peut passer, j'ai donné un peu l'objectif de cette réunion, c'était pour introduire ça, sur le PLU et la révision. Prenez quelques éléments de cadrage. Donc déjà du document, hein, quel est son rôle en synthèse. Le PLU qu'on connaît souvent par sa partie la plus visible, hein, celle qui effectivement encadre les autorisations d'urbanisme et qui donne lieu à des permis de construire, des autorisations d'urbanisme, qui est la phase qu'on appelle plutôt réglementaire, est aussi un document qui a une visée à la fois explicative. Donc c'est ce qu'on appelle le rapport de présentation. Où en est le territoire? Quels en sont ses enjeux? L'expression d'un projet politique qui se projette dans une perspective qu'on donne d'un horizon à 10 ans, qui est le projet d'aménagement et de développement durable. Ces deux éléments-là justifiant un ensemble à la fois de règles qui se traduisent par des zonages, une carte, et des écritures de règlements qui s'appliquent effectivement à chacune des parcelles du territoire. On trouve aussi dans ce document une pièce qui est relativement aussi importante, d'orientation d'aménagement et de programmation, là qui vise soit à donner effectivement des orientations à l'échelle de thématiques, notamment les sujets environnementaux font lieu, on y reviendra, d'une orientation d'aménagement et de programmation spécifique, soit effectivement dans le cadre de projets d'aménagement, des aménagements de secteurs, de quartiers, qui font l'œuvre de réglementation spécifique liée à ces intentions de projet. Alors le PLU 3, pourquoi effectivement nous sommes aujourd'hui là avec vous pour parler de son élaboration, alors même qu'on a effectivement un PLU 2 qui est relativement récent, puisque le PLU 2 est rentré en vigueur en décembre 2019. On va s'interroger légitimement sur pourquoi relancer aussi rapidement un document qui normalement a une durée de vie bien plus longue. Et ben, en voici les raisons. Une des premières, c'est effectivement qu'il y a une évolution administrative du territoire de la métropole, que 5 communes sont rejointes, les communes de l'ex-comité de communes de la Haute-2, là, donc autour du territoire d'Annelin, qui nous ont rejoints et qui avaient aussi un document, des documents communaux,
qu'il s'agit d'intégrer dans une approche là intercommunale et dans notre document qu'on souhaite unique à l'échelle du territoire, puisque c'est la manière dont est gérée la question de l'urbanisme sur la métropole de Lille. Au-delà de cette considération administrative, il y a aussi des éléments contextuels qui ont évolué. Il ne faudra pas échapper que depuis 2019, il y a eu un certain nombre d'éléments de contexte. Alors, un des premiers, c'est le nouveau mandat, des nouveaux projets aussi des territoires et notamment portés par les communes, mais aussi un contexte évidemment de crise sanitaire qui a eu des répercussions aussi sur un certain nombre de sujets et d'enjeux d'aménagement de notre territoire. Et aussi, comme contexte, l'opportunité qui se présente à nous de coordonner un ensemble de politiques d'aménagement du territoire importantes sur le territoire. J'en veux pour exemple la question de l'évolution de la stratégie de mobilité avec le schéma directeur des infrastructures de transport, hein, qui est le schéma de déploiement notamment des infrastructures type tramway, plus avec des de services sur les territoires, et l'élaboration en corrélation avec ça du plan de déplacement plan de mobilité, pardon, excusez-moi, on appelle le PDM, le plan de mobilité, qui s'élabore concomitamment à la démarche du PLU, ils sont aussi actuellement en cours d'élaboration, ainsi que le programme local de l'habitat. J'ai toutes les questions propres notamment au logement. Donc, il s'agit pour nous aussi, à travers ce PLU3, de mettre en meilleure cohérence, en synergie, l'ensemble de ces programmations et de ces stratégies, ce qui est une opportunité historique, puisque jusque-là, on n'avait pas cette synchronisation des différentes démarches. Comme élément aussi important qui anime cette élaboration et qui rejoint des sujets d'enjeux environnementaux, on a effectivement un plan climat, air, énergie territoriale qui a été approuvé en février déjà de l'année passée, 2021, et qu'il s'agit de traduire plus opérationnellement à travers le plan local d'urbanisme. On a aussi le souhait d'aller plus loin dans la réglementation et la définition du projet de développement sur le territoire qu'on appelle les gardiennes de l'eau. Alors, c'est le territoire du sud de la métropole qui a pour caractéristique d'avoir dans son sous-sol la ressource en eau potable correspondant à 40% de la consommation du territoire. Sur le dernier point, il y a également des évolutions liées au contexte économique, notamment autour des consommations, des modes de consommation, l'évolution du commerce, qui est aussi un sujet qui a des répercussions sur un certain nombre de secteurs et qu'il s'agit aussi là d'accompagner. Voilà pour les objectifs qui conduisent à réviser ce nouveau document qui est le PLU. Alors un PLU, un plan local d'urbanisme, il a pour finalité d'accompagner, de répondre aux différents besoins du territoire. Alors ils sont de plusieurs natures. Les besoins logements, le dimensionnement aujourd'hui des besoins logements qu'on projette dans les 10 prochaines années, il est de 62 000 logements neufs. Besoin. Important de rappeler aussi que ces logements neufs ne répondent pas forcément à la question uniquement de population nouvelle. Il y a aussi la question de répondre à la situation de mal logement d'une partie de notre territoire. Et les 2 tiers finalement de ces besoins de logement, ce sont des réponses pour répondre aux besoins propres des gens qui sont aujourd'hui sur le territoire. Soit par des cohabitations, hein, des jeunes qui quittent leur ménage familiaux, des séparations, des ménages effectivement qui sont issus de séparation, soit d'évolution démographique. Et finalement, seulement 1 tiers sur des logiques d'accueil externe, donc des gens qui seraient en dehors de notre territoire. Le projet, il a effectivement aussi pour objectif de répondre aux besoins de nouveaux projets de mobilité, notamment en matière de transport en commun. J'ai parlé du schéma directeur des infrastructures de transport, qui projette de nouvelles infrastructures. Il s'agit effectivement pour le PLU, à la fois de permettre physiquement le déploiement de ces infrastructures et également de valoriser ce service à terme. On a des comportements associés aussi de mobilité qu'il faut accompagner. Pour donner un exemple, la pratique du vélo, qui est souhaitée aussi en termes de trajectoire comme à développer, amène à reconsidérer un certain nombre de sujets de l'aménagement de notre territoire, qui vont des questions des grands itinéraires jusqu'à la question très pratique de comment je stationne mon vélo dans un bâtiment. Un certain nombre aussi d'enjeux environnementaux sont effectivement
dans leurs enjeux, et c'est ce dont on va parler en détail, en grande évolution au regard du contexte notamment de la crise sanitaire, mais aussi de la crise climatique de manière, on va dire générale, et que ça accroît effectivement la prévalence de certains sujets, certains enjeux à traiter. On y reviendra évidemment là en détail. Une transformation aussi économique. On est voilà, dans un contexte très mouvant sur la question économique, à tous les points de vue, des nouveaux besoins, des transitions à assurer. Et il s'agit d'accompagner ce qu'on appelle effectivement la transformation économique d'après-crise. Alors au moment où on l'écrit, on pense à la crise sanitaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce mot prend une autre résonance. 40 000 emplois à créer, ça c'est la trajectoire aussi économique qui est souhaitée. Alors, c'est à la fois une logique qui répond à la question de l'importance du chômage et du manque d'accès à l'emploi des métropolitains sur le territoire aujourd'hui, mais aussi une question d'attractivité qui est effectivement à retrouver. Le calendrier, alors, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Les étapes qui ont été déjà réalisées, on a eu effectivement le lancement de la procédure qui a été fait le 18 décembre 2020. Sur la phase 2021, en parallèle de la concertation, s'est mené à l'échelle politique de la métropole, donc du Conseil métropolitain, le débat d'orientation PADD, donc du projet d'aménagement et de développement durable. Donc c'était l'expression des grandes ambitions politiques. Du coup, je vous ai synthétisé en termes de grands objectifs. Et l'objectif, donc, pour nous, en termes de calendrier, d'atterrissage, c'est d'avoir un arrêt du projet du PLU, donc ce qui est le quatrième trimestre, donc à l'automne de cette année. Hein, donc, ça vient relativement rapidement. Et les phases qui seront consécutives de cet arrêt sont des phases de procédure. Hein, donc, on aura les phases de consultation administrative, les différents partenaires publics, et puis les phases d'enquête publique elles-mêmes, donc la consultation publique, pour effectivement avoir une approbation envisagée à la fin de l'année 2023. Et après, il y a un temps entre la fin effectivement de ces procédures et l'applicabilité du document qu'on appelle l'entrée en vigueur, ce qui explique ce delta sur l'entrée en vigueur au premier trimestre 2024. Donc on est sur une procédure relativement courte pour ceux qui ont connu ou compris la manière dont le plus 2 a été élaboré en termes de procédure. On est sur un délai, un calendrier beaucoup plus resserré. Donc ça, un certain nombre d'outils sont mis à votre disposition à la fois pour consulter les documents, hein, donc, le site internet de la MEL, donc mon adresse est mise là, donc plus.lillemétropole.fr, et le lieu effectivement qui vous permet d'accéder à différents documents, qui est alimenté aussi au fur et à mesure de la procédure. Ont été mis en place aussi des dispositifs d'exposition pédagogique qui tournent sur le territoire, et à différents types de médias aussi sur lesquels on relaie l'information. Vous pouvez participer de plusieurs façons, hein, de manière effectivement numérique avec le registre qui se retrouve à la même adresse que ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, ou par courrier, bien évidemment, comme là ce soir, en participant, comme vous le faites, aux réunions publiques. Alors la deuxième partie, donc on va plutôt aborder du coup l'évaluation environnementale en tant que telle, à quoi elle sert, pourquoi on l'amène, tout ça. Et ensuite on basculera sur différents éléments en fait d'état des lieux et d'enjeux qui ont déjà pu être identifiés à l'échelle de la métropole, donc sur un périmètre du coup élargi aux 95 communes. Alors pourquoi une évaluation environnementale? Alors l'idée c'est de confronter le projet d'aménagement de la MEL avec l'ensemble des thématiques environnementales. Donc beaucoup pas de biodiversité, ce genre de choses, de climat, mais ce n'est pas les seules thématiques que l'on va chercher à analyser. Donc on va parler de géomorphologie, des aspects liés à la topographie, au ruissellement, ce genre de choses. Ressources en eau, qu'elles soient superficielles ou souterraines. Des aspects liés au paysage et au patrimoine culturel, des monuments historiques, ce genre de choses. La nature en ville, qui est un point important donc, de la démarche. Le patrimoine naturel, qui peut être protégé ou non, les aspects liés à la biodiversité. Les risques naturels, les risques industriels et technologiques également, et tous les aspects liés à la santé humaine, que ce soit pollution de l'air, nuisances sonores, ce genre de choses. La consommation énergétique et production énergétique, donc le contexte, et également donc, les aspects liés au changement climatique qui vont du coup toucher la métropole. Et un point important, effectivement, la consommation foncière, qui est du coup un des principaux effets
souvent d'un plan local d'urbanisme. Donc l'idée, c'est d'avoir un état initial de l'environnement qui regroupe l'ensemble de ces thématiques-là, donc qui a été analysée. L'évaluation environnementale en tant que telle, c'est une procédure qui est réglementaire, qui est inscrite dans le code de l'environnement et dans le code de l'urbanisme. L'idée, c'est de voir voilà, comment le projet intègre ces thématiques-là, donc de l'environnement, mais également de la santé humaine. C'est pour ça qu'on aborde aussi tous les aspects liés à la pollution, à la qualité de l'air, ce genre de choses. L'idée, c'est de guider du coup le porteur de projet, donc là en l'occurrence la MEL, pour réaliser les meilleurs choix en matière d'environnement. Donc l'idée, c'est de définir les enjeux environnementaux et ensuite de s'inscrire dans une démarche qu'on appelle, peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais éviter, réduire, compenser. Donc on va chercher à éviter les enjeux, enfin les incidences environnementales au maximum. Si on n'a pas pu les éviter, les réduire au maximum, et en dernier lieu, et uniquement en dernier lieu, on va chercher à les compenser si besoin. Et donc, question, oui. chapitre alimentation. Par quel biais? La capacité de fournir l'alimentation à la métropole. Oui, on l'aborde plutôt généralement à travers le diagnostic territorial. Et en fait, il y a deux pièces de diagnostic qui s'articulent entre elles. L'état initial de l'environnement, c'est vraiment un état des lieux de l'environnement et ses perspectives d'évolution. Et ensuite, le diagnostic territorial, sur lesquels les aspects de mobilité plutôt liés à la vie humaine, entre guillemets, sont un peu plus abordés, notamment justement les aspects alimentaires, production, agriculture, notamment. Alors, pas forcément, par exemple, sous le prisme de l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est pas forcément ce qui est exigé en tant que tel. Ça peut être un choix, mais c'est pas une exigence. De partir dans un schéma qui serait de vouloir avoir une autosuffisance alimentaire sur son territoire même. Ça, c'est plutôt des débats portés à des échelles plus larges, nationales, par exemple, plus importantes dans nos documents. Voilà, et donc le rapport environnemental en tant que tel, il a pour but aussi d'informer, donc c'est une des pièces réglementaires qui est demandée notamment pour l'enquête publique, et donc qui sera publique et qui sera du coup transmise à toute personne la demandant. Alors concrètement, ouais, comment on réalise l'évaluation environnementale? Alors c'est vraiment une démarche qui est parallèle à l'élaboration du PLU. Donc ce que je vous disais, il y a le diagnostic territorial, il y a l'état initial de l'environnement, c'est son pendant. Et ensuite, voilà, on est sur un cercle, on définit des enjeux environnementaux, qui sont des enjeux à définir sur la ressource en eau, sur la biodiversité, en fait sur toutes les thématiques environnementales qu'on a pu voir juste avant. Et ensuite, voilà, on va analyser chacun des projets qui sont portés par le PLU et voir si effectivement il y a un risque d'incidence ou non dans leur réalisation. Et à partir du moment où on a décidé des incidences, on arrive sur cette démarche que je vous ai dit, donc éviter, réduire, compenser pour adapter, ajuster le PLU pour répondre à ces enjeux-là. Et donc, on arrive à différentes analyses environnementales, à plusieurs stades, parfois sur les mêmes pièces, mais dans leurs différents états d'achèvement. Alors, ensuite, donc, sur les enjeux environnementaux qui ont pu être identifiés donc, dans cet état initial. Alors, un premier point sur la ressource en eau, donc différents constats. Comme on vous le disait tout à l'heure, il y a donc le projet des gardiennes de l'eau. On a deux nappes souterraines qui sont vulnérables. Alors, ces deux nappes fournissent 70% de l'eau potable du territoire, donc il y a 30% qui sont importés de l'extérieur de la même. Et donc, la ressource en eau qui est présente au sud du territoire, vous avez une petite carte sur la droite, qui présente en fait l'état de vulnérabilité avec les programmes d'intérêt généraux qui sont identifiés. Ça, c'est sur la ressource en eau souterraine. En termes de ressources en eau superficielle, donc on a 630 km de lumière hydrographique. C'est le canal de la Deule, c'est la Lys, c'est le canal de Roubaix, c'est la Marque. Donc tous ces éléments-là sont pris en compte et également des cours d'eau qui seraient plus intermittents. Et enfin, donc des zones humides qui sont à préserver, qui ont d'importantes fonctionnalités, que ce soit écologiques, hydrologiques ou même climatiques, en termes de captation carbone. Et donc là, il y a un certain nombre d'inventaires qui existent et qui sont pris en compte. C'est quoi la petite bulle bleue qui se trouve un peu au nord-ouest? La bulle bleue au nord-ouest. Péranchy. Péranchy, c'est des captages en eau potable et leur périmètre de protection, qui sont donc des périmètres réglementaires, qui sont les servitudes d'utilité publique. Merci. Alors, les enjeux identifiés autour de ces questions en synthèse sont les suivants. Effectivement, une bonne partie de l'approvisionnement en eau potable est liée à une ressource souterraine en eau, et il s'agit effectivement de garder ou de développer ces capacités à la fois de recharge, tout en ayant d'ailleurs une eau de qualité. Donc, c'est à la fois une question quantitative et qualitative. C'est renforcer la protection des zones humides, donc il a été rappelé l'importance, et l'Europe ainsi que l'État ont bien, en termes législatifs, rappelé cette importance, qui est celle de la protection des zones humides, tous les services qu'ils apportent en matière environnementale.
Et donc, il s'agit effectivement de renforcer leur protection et également de garantir effectivement bon, la qualité de l'eau de manière aussi générale, sachant que bien évidemment, il y a la question du ruissellement et de l'impact que ça a sur la qualité des eaux, notamment superficielles. Pour atteindre, finalement, donner réponse à ces enjeux, le PLU 2 a déjà mis en place un certain nombre d'outils. Le premier, qui a été effectivement assez important dans son incidence, c'est celui d'interdire toute extension urbaine sur le secteur, on a vu, du sud de la métropole concerné par les champs captants. Décision de limiter fortement l'artificialisation sur ce territoire, ce qui effectivement, comme je disais tout à l'heure, est une incidence importante sur ce territoire qui amène à reconsidérer totalement le modèle de développement. Il s'agit maintenant, dans le PLU 3, de donner effectivement des réponses et des outils à cette nouvelle manière de se développer sur ce territoire. C'est tout un travail aussi sur la question de la gestion des eaux pluviales et le traitement des eaux pluviales, qu'elles soient effectivement, quelles que soient leurs origines, avec des outils de réglementation, voilà, de la gestion de l'eau qui tombe sur une parcelle et la manière effectivement de la gérer au mieux dans un objectif à la fois de qualité, mais aussi de capacité à ce que cette eau retourne au milieu naturel. Préserver les zones humides, on a déjà parlé. Concrètement, dans le PLU 2, on a une réglementation de zones humides qui interdit toute constructibilité, donc toute destruction, entre guillemets, de cette zone humide. Alors, dans le PLU 3, par rapport à ces enjeux-là, ce sur quoi on va travailler, c'est renforcer la réglementation sur les champs captants. Donc, on a travaillé la question des extensions urbaines. Il s'agit d'aller plus loin sur les usages du territoire et leur compatibilité avec la préservation de la nappe. Donc, on va aussi réglementer les usages urbains du territoire et aussi veiller à ce que les constructions sur ce territoire soient plus vigilantes, plus précautionneuses de la question de l'artificialisation, dans un objectif, bien évidemment, que l'eau s'infiltre sur ce territoire donné. On va également, effectivement, abonder notre connaissance sur les zones humides et du coup déployer l'outil qu'on a mis dans le PLU 2 de protection. Donc voilà, la connaissance sur les zones humides, elle évolue. L'importance du sujet étant important, les investigations sont un peu longues. Et donc là, on développe à l'occasion du PLU 3 des nouvelles investigations et en fonction des résultats, elles seront classées en zone humide avérée du PLU 3. Renforcement des dispositions réglementaires, donc le sujet aussi traitement des eaux pluviales évolue. Et effectivement, il s'agit là aussi de faire évoluer les exigences dans l'objectif que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire de favoriser les solutions qui contribuent à leur sortie en milieu naturel. Alors, deuxième point sur le patrimoine naturel et la biodiversité. Donc, il y a un certain nombre de milieux naturels qui sont présents malgré le fait qu'on soit quand même une métropole assez dense et assez artificialisée. Il y a quand même néanmoins un certain nombre de milieux naturels qui sont très intéressants, qui peuvent faire l'objet de zonage d'inventaire, de zonage de protection. Donc, je ne rentre pas dans les détails des chiffres, tout ça vous l'aurez sur la présentation, mais voilà, il y a quand même un certain nombre d'enjeux qui existent. Une trame verte et bleue, donc des continuités écologiques qui ont été identifiées, donc dont le travail va se poursuivre, qui sont donc du coup à préserver et développer. Et enfin, des espaces végétalisés qui sont aussi diversifiés en fonction des secteurs, en fonction aussi des communes, mais qui sont aussi pourvoyeurs de services écosystémiques. Donc c'est une thématique sur laquelle on se penche de plus en plus, c'est les services rendus par la nature en termes de services de régulation, d'approvisionnement, ce genre de choses. En synthèse, donc, les enjeux sont effectivement de poursuivre la préservation des espaces d'intérêt écologique, qu'ils soient d'ailleurs effectivement majeurs et forts, ça c'est à travers les trames vertes et bleues, mais aussi on va travailler finalement des échelles aussi plus fines et peut-être d'intérêt jugé moindre en matière de préservation. Connecter aussi ces espaces, donc l'enjeu de la connectivité aussi et de la valorisation du coup des supports de cette connectivité, comme les cours d'eau par exemple, est un élément aussi important. Alors à travers le PLU 2, la structure même de cette armature qu'on appelle la trame verte et bleue, elle a été dessinée. À l'occasion du PLU 3,
Il ne s'agit pas de re-questionner ce sujet-là qu'on apprenait quand même assez récemment. Donc un certain nombre d'outils existent, hein, alors des plus forts en termes de préservation, comme les réservoirs de biodiversité, hein, qui sanctuarisent les espaces d'intérêt écologique les plus importants, à des espaces qui sont attenants ou liés et qui peuvent être plus mixtes dans leurs usages, hein, comme les zones tampons, notamment des espaces naturels relais qui sont d'intérêt un peu moins. Donc cette architecture-là, entre on va dire les grands points d'intérêt écologique et les trames, existe déjà dans le Q2 et les outils ont été mis en fonction justement de ce gradient d'enjeux de préservation. On a aussi des outils qui permettent justement de traiter la question de l'intérêt écologique et de biodiversité à plus petite échelle. Donc là, on est à l'échelle de l'arbre remarquable, du petit espace d'intérêt. Et cet outil, c'est l'inventaire du patrimoine écologique et naturel, qui est un outil qui a été créé à l'occasion du Q2, qu'il s'agit à l'occasion du Q3 de déployer aussi en fonction à la fois de notre meilleure connaissance et puis aussi de l'accroissement aussi des volontés des différents acteurs à préserver. Une question technique, je voudrais revenir sur la question du captage d'eau. Vous mentionnez que le PLU3 s'est ouvert une extension AAC sur Hanté, Salomé, et du coup, c'est une question, comment se gère la période transitoire où on a un nouveau PLU comme le PLU3 en cours de révision par rapport à des projets en cours qui ne sont pas encore sortis de terre et qui risquent en fait de réduire à néant la volonté du PLU3 sur la question, notamment la RSC Hanté, Salomé Parc. En ce projet d'entrepôt là qui est en train de sortir de terre sur les Salomé. Alors, juste pour la question de Hanté Salomé Marquis, c'est le fait qu'il soit concerné par une AAC qui est celle du bassin, effectivement, versant qui s'établit plutôt sur le Pas-de-Calais, hein, de l'Anse-Carbin. Voilà, on voit là. C'est aire d'alimentation des captages. Voilà, aire d'alimentation des captages. On appelle vraiment les champs captants. Voilà, champ captant. Donc on a un champ captant du sud de l'île, c'est celui que je vous ai présenté, qui était identifié et qu'on a travaillé à l'occasion du Q2. Hein. Et effectivement, il y a aussi sur ce territoire la présence d'un autre champ captant. Donc, la question effectivement est de sa prise en compte aussi pour effectivement répondre aux exigences qu'a le champ captant de ce territoire-là. Donc voilà, ça c'est pour cette dimension. Après, le site que vous évoquez, il n'est pas concerné, puisque le site Illy Salomé est plutôt situé en dehors de ce périmètre-là. Il n'y a pas une phase conservatoire où on fait des choses en attendant que nos politiques les PLU soient passées. De phase conservatoire en attendant, non, il n'y a pas un principe lorsqu'on élabore un document d'arrêter tout projet le temps que le document soit élaboré. Ça, c'est pas, en tout cas, c'est pas un principe général. Bien évidemment, les projets continuent sous le régime de la réglementation en vigueur. Tant que le PLU3 n'est pas approuvé, effectivement, c'est les documents en vigueur actuellement qui continuent de s'appliquer. Avec une limite, en l'occurrence, c'est la possibilité de surseoir à statuer, quand en l'occurrence un projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse la réalisation du futur projet. Le futur projet étant pour nous le Q3. Donc c'est la mesure conservatoire que le droit de l'urbanisme réserve donc, à la personne publique qui élabore son document, c'est de permettre, donc mesure conservatoire, de ne pas autoriser un projet qui serait conforme à la règle en vigueur, mais qui ne serait pas supposé ne pas être conforme à la future règle. C'est une faculté. Cette possibilité, puisque ça reste une possibilité, elle ne peut être mise en œuvre qu'à partir du moment où, dans un des objectifs de la révision, il est identifié qu'il y a quelque chose que l'on va chercher dans ce que vous évoquez. Mais William a répondu par rapport à la question que vous posez, c'est un dossier qu'on connaît puisqu'il est sensible, il est en dehors du périmètre, en l'occurrence de protection des champs captants. Donc le maire voudrait donc opposer un sursis, puisque c'est le maire qui peut opposer un sursis. Il serait donc de ce fait fragilisé puisqu'on n'a pas identifié dans ce périmètre donc de protection des champs captants l'implantation que vous évoquez. Alors, on parle de nature relativement extraordinaire à travers du patrimoine naturel de la biodiversité, mais donc on n'oublie pas, et c'est un sujet majeur ce PLU3, donc la nature en ville et les espaces verts de proximité.
donc avec des parcs et espaces verts qui sont inventoriés, que ce soit des espaces naturels et forestiers ou des espaces verts urbains, que ce soit l'un comme l'autre, la spécificité de la MEL dans son ensemble, hein. Après, il y a des différences entre les communes, mais la spécificité de la MEL dans son ensemble, c'est qu'on est en dessous des seuils qui sont préconisés par l'OMS, c'est-à-dire qu'en espace vert urbain, on est en moyenne à 8 mètres carrés par habitant, alors que l'OMS préconise 12 mètres carrés. C'est la même chose sur les espaces verts dits naturels et forestiers qui sont plutôt en périphérique ou également on est en dessous. Donc il y a un travail important dans le PLU3, notamment sur ces questions-là, qui sont aussi des choses importantes en termes d'adaptation au changement climatique, en résorption des îlots de chaleur, etc. Alors, les enjeux, comme il a été dit, elles sont de plusieurs ordres. Il y a effectivement la question de l'intérêt en termes de biodiversité que peut constituer ces espaces verts, ces espaces boisés, ces espaces végétalisés. Ils répondent également à une demande sociétale et une question de bien-être, donc à une question sanitaire. D'ailleurs, bien l'OMS qui donne à un moment ce critère d'offre en espace vert, donc c'est bien que ça a été reconnu comme ayant des incidences aussi sur le bien-être des populations. On a bien évidemment des enjeux liés à la question des effets d'îlots de chaleur, voilà, la végétalisation, le boisement contribue à réduire les phénomènes d'îlots de chaleur, et également des impacts sur la question du bruit, créer des zones de calme, voilà, des zones d'extraction aussi des bruits de la ville. Donc voilà tous les intérêts, les services rendus par les espaces verts, qui conduit effectivement, et de manière, on voit bien, vu le contexte, de plus en plus forte, à mobiliser des outils à la fois de protection. Donc il existe plusieurs types d'outils, hein, des outils d'espaces boisés classés, donc on vient effectivement préserver des bois, où on vient indiquer d'ailleurs la reconstitution d'un bois, ou des espaces qui sont des parcs, des jardins, des squares, ou des éléments végétaux, finalement végétalisés, qui n'ont pas forcément un usage particulier, mais qui ont un intérêt en tant qu'entité à la fois de biodiversité, entité paysagère et de préserver. Donc là, pour répondre à ces types d'espaces, a été créé aussi le secteur paysager arboré, qui a vocation effectivement à préserver ces entités, quelle que soit leur situation. Ça peut être dans un domaine privé, dans un espace public, voilà, de manière indépendante. L'inventaire aussi, j'en ai parlé, hein, du patrimoine environnemental et plusieurs types de SPA. Alors, il y a plusieurs types de SPA avec des gradients effectivement de contraintes de constructibilité, on pourrait le dire comme ça, entre, on va dire, la constructibilité totale. C'est un sujet, ça aussi, dans le PLU3 qu'on va re-questionner aussi dans ces logiques d'outils. Donc, on gardera l'outil, mais je peux déjà dire sans dévoiler un secret qu'on va reconsidérer aussi ces écritures réglementaires pour être effectivement plus en adéquation avec les objectifs, tout en gardant bien l'esprit, hein, c'est de préserver les éléments végétalisés. Dans le PLU3, il s'agit en fait pas forcément de recréer des outils, hein, modules, ce que je viens de dire sur l'adaptation de certains outils dont à l'usage qui ne sont pas suffisamment. On va rester sur les mêmes outils, il s'agit de mieux les déployer sur le territoire et d'aller chercher effectivement à préserver plus d'espace concrètement que ce qu'on a préservé au plus. Il y a aussi un enjeu hein, qui est la question de la recréation de nouveaux espaces, donc la renaturation. On regarde la situation de notre territoire, quand même urbanisé, et de la volonté aussi d'amener des espaces là où les gens sont déjà présents et résident. Ben, ça demande aussi hein, de devoir travailler à la question de la renaturation. Effectivement, recréer des espaces naturels sur des espaces qui sont aujourd'hui artificialisés. Alors en termes de paysage, hein, donc la MEL profite de différents secteurs paysagers qui sont très intéressants et à la fois diversifiés, pardon. Avec aussi des patrimoines urbains qui sont aussi intéressants à préserver. Donc pareil, donc le PLU fournit un certain nombre d'outils pour aller dans ce sens-là. Avec du coup une mosaïque agro-paysagère qui est aussi très intéressante sur la MEL. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a la PVL, le Mélantois, la Lys, sont autant de secteurs qui sont intéressants et qui ont leur propre spécificité. On ne rentre pas dans le détail, mais c'est l'idée, c'est de préserver chacune des identités des secteurs paysagers de la MEL. Alors là, on en jeu, même si c'est un sujet, le paysage, c'est un sujet patrimoine assez large, donc on n'a pas la prétention de le résumer réellement parce que ça serait trop complexe, mais ce qu'on identifie comme enjeu, en lien aussi directement avec les outils
les plus caractéristiques du sujet qu'on a développé sont les suivants. Il y a la question effectivement du traitement des franges entre ville et campagne. Donc, voilà, on a une situation d'un territoire finalement où, on pourrait le dire comme ça, notre littoral entre l'espace urbain et les champs est très très important. Et c'est un élément très très fort des paysages, d'autant plus que bon, on a un paysage, une topographie relativement plate, donc les perceptions des regards, des confrontations entre l'espace urbain se font très très loin. Et donc il y a tout un enjeu à améliorer cette qualité et ce rapport des franges entre ville et campagne, à la fois sur le plan paysager, mais aussi sur le plan des usages, des perméabilités entre ces espaces. Il y a un enjeu effectivement aussi d'intégration des nouvelles urbanisations, notamment celles qui se font en frange, comme je l'ai dit, qui ont un impact, mais aussi en améliorant l'aménagement et la qualité d'aménagement propre à ces espaces. Bon, c'est-à-dire qu'un nouveau projet doit forcément intégrer dans sa conception une qualité paysagère supérieure à ce qu'on s'est passé dans la ville historique. Préserver aussi les éléments constitutifs finalement de ce qui fait la qualité des paysages. Donc, c'est des espaces végétalisés, je l'ai indiqué tout à l'heure, les boisements, c'est des haies, c'est le patrimoine, quel que soit son caractère d'ailleurs plus ou moins monumental. Hein. On va aussi préserver les petites entités bâties, vernaculaires, avec justement un outil qui est l'inventaire du patrimoine architectural et paysager. Donc, les outils sont les suivants, les différents inventaires, donc l'inventaire du patrimoine architectural et paysager, l'inventaire du patrimoine écologique et naturel. On a aussi effectivement un inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination en zone agricole et naturelle. Alors cet outil, nous, dans la manière dont on l'a utilisé, il est vraiment dans un objectif de faire des fermes ou des bâtiments patrimoniaux. On est principalement sur des fermes sur notre territoire, de permettre effectivement qu'ils retrouvent un nouvel usage qui garantisse finalement le maintien et la pérennité de ce patrimoine bâti. Donc voilà, on identifie ces espaces-là, ces fermes-là, de manière précise, en leur permettant des usages effectivement renouvelés, avec en contrepartie des prescriptions sur leur qualité architecturale et paysagère. Donc ces outils-là qui préexistent dans le plus 2 actuel vont être mobilisés aussi, déployés sur différents nouveaux bâtiments, nouveaux espaces. Et un travail aussi va être travaillé peut-être plus en approfondissement aussi sur ce rapport paysager et la qualité de traitement des franges et des espaces finalement agricoles qui les accueillent. Ce qu'on appelle là, ce qui est marqué là, c'est cette notion d'hémicycle, les plaines agricoles qui sont vraiment en contiguïté avec notre conurbation Lille, Roubaix, Tourcoing. Alors ensuite, une thématique très importante, donc les risques naturels, donc de plusieurs types. Hein. Donc on va prendre en compte tous les aspects liés aux inondations, alors qui peuvent être de 3 types. Hein. Débordement de cours d'eau, principalement de la Lys, mais également de la Marque essentiellement. La Deule étant plus canalisée, il y a un peu moins de soucis. Les aspects liés au ruissellement, qui touchent notamment donc les monts de Ferrin sur la partie nord, et donc il y a une série de données qui existent et qui sont à prendre en compte en termes d'axe de ruissellement. Et puis remontée de nappe, qu'on peut constater sur certains secteurs qui viennent inonder les caves, par exemple, ce genre de choses. Voilà. Donc, il n'empêche que sur 95 communes de la Melle, voilà, 85 sont concernées par au moins un de ces 3 risques, ce qui est quand même assez important. Deuxième risque naturel assez important, qui est cavité souterraine, qui concerne principalement le secteur sud de l'île, hein, donc Fâche-Tuménil, etc. Et donc, qui sont essentiellement liés à la présence d'anciennes carrières souterraines, les catiches. Voilà. Donc, il y a un enjeu important voilà, de recensement et de prise en compte derrière dans le ménagement. Et troisième point assez important, donc le retrait-gonflement des argiles. Donc, le territoire métropolitain est globalement concerné par des risques faibles à moyens, mais il y a certaines poches voilà, de risques forts. Donc, ils sont liés à des couches d'argile dans le sol. Et du coup, lorsqu'il y a de la pluie ou des précipitations, ces argiles viennent gonfler. Et lorsqu'il y a des périodes de plus de sécheresse, ils viennent se rétracter, fissurant les maisons et pouvant même les déclarer jusqu'à insalubres notamment.
Et donc ce risque-là de retrait-gonflement des argiles risque de s'accentuer dans un contexte de changement climatique avec des périodes de précipitations qui seront plus intenses mais plus courtes et des périodes de sécheresse qui seront plus prolongées. Alors, les enjeux, très simplement, c'est effectivement une prise en compte de ces éléments de risque pour organiser l'aménagement de ce territoire. Alors, l'action première, c'est en évitant effectivement l'exposition des biens et des personnes. C'est sur quoi le PLU agit le plus directement. Hein. C'est également effectivement sur les questions liées à l'inondation, d'accompagner aussi la préservation des zones d'expansion des crues, qui sont voilà, des zones agricoles et naturelles, pour préserver de l'inconstructibilité ces espaces qui ont vocation finalement à recueillir les eaux en cas de forte pluie, et les zones humides aussi, qui ont un rôle important justement de rétention des eaux de ruissellement, et qui jouent un rôle de tamponnement finalement par rapport à une pluie qui se fait sur le territoire. Donc, leur préservation répond aussi à cet enjeu de risque naturel. Et également, effectivement, l'infiltration aussi au maximum des eaux pluviales, hein, puisque la question du ruissellement, hein, qui est quand même un des phénomènes qui impacte plus largement le territoire, il est quand même directement lié aux difficultés de certains espaces à gérer leurs eaux in situ, et donc à effectivement créer des phénomènes d'écoulement et d'inondation dans certains points bas du territoire. Donc dans le PLU 2, c'est à travers ces enjeux-là, un certain nombre de dispositions existent. Alors pour partie, hein, ces enjeux sont traités dans des réglementations qui sont portées par l'État. Hein. Les plans de prévention des risques d'inondation, c'est de compétence de l'État. Le PLU, je veux dire, n'a à la fois aucun mérite sur le sujet, il a l'obligation de l'intégrer dans son document et d'en être compatible. Hein. Donc c'est le cas effectivement sur les différents PPRI liés à des phénomènes de débordement et le PPRI ruissellement sur le nord-ouest du territoire. Le travail qu'on a pu mener spécifiquement, c'est le travail sur les questions des gestions des eaux pluviales performantes et qu'on va poursuivre. Il y a un enjeu dans le PLU 3 de rendre un peu tout ça lisible parce qu'on a conscience que ces différentes réglementations ont des cadres différents et qu'il est parfois un peu difficile pour le lecteur du PLU de comprendre finalement comment ça s'applique et parfois aussi surtout comment, face à un enjeu, il peut trouver des solutions pour adapter son projet lorsque c'est faisable. Donc il y a un sujet sur un certain nombre de points. Sur la question, effectivement, notamment des retraits, gonflements des argiles. Donc, c'est vrai qu'on donne l'information. Le PLU guide sur la manière de bien se renseigner. Ce n'est pas lui qui est forcément, effectivement, régit directement le sujet, mais c'est quelque chose qu'on veut mettre en avant, vu les conséquences que ça peut avoir après pour le propriétaire ou l'acteur qui fait construire. Après, c'est des sujets sur lesquels la connaissance évolue en continu. Hein. Donc, il s'agit aussi de faire évoluer justement le code de la construction sur tout ce qui est argile et gonflement. C'est pas d'hier, hein, ça fait au moins 25 ans, 30 ans qu'il y a une réglementation spécifique pour tous ces zonages en termes de fondation. Hein. Tous les logements qui ont été fondés à partir des années 80, normalement, n'ont plus de problème d'argile, puisque si les fondations étaient faites correctement, il n'y a pas de mouvement. Ou s'il y a un mouvement, c'est un mouvement général du bâtiment. Pour revenir au traitement des eaux pluviales de ruissellement et de surface, si on superpose la carte des argiles sur la métropole et celle du ruissellement, donc la percolation dans la terre, on se rend compte qu'on a une métropole qui est quasiment argileuse, sauf sur une petite partie qui est les catiches où on peut mettre un peu d'eau. Ailleurs, la percolation des terrains naturels, elle n'est vraiment pas terrible. Hein. Effectivement, sur toute la vallée de la Dole et de la Lys, effectivement, sur les parties nord, effectivement, on est sur des surfaces beaucoup plus argileuses. C'est pour ça aussi que la nappe du calcaire carbonifère en dessous, elle est protégée aussi. Hein, c'est parce que c'est plus argileux. Tout à fait. Donc tous les percolations, les schémas de percolation qu'on peut faire quand on fait une opération d'aménagement, ça demande plus de surface. Ça demande énormément de surface. Je ne sais pas que ça ne percole pas, mais ça percole moins, effectivement. Oui. Il y a bien des endroits où on est avec des taux qui sont inférieurs à 0,2 voire 0,1. Hein. Et à l'inverse, sur la partie sud, effectivement, vous mentionnez les catiches, le fait d'infiltrer les eaux, il ne faut pas non plus que ça aggrave le risque d'effondrement, ce qui est un risque aussi à prendre en compte. Donc ça, dans la constructibilité in fine
de la zone, des zones qu'on décrit, ça limite beaucoup de choses, hein. Si on intègre, on met les différentes couches, différentes strates de ce qu'on vient de lire en environnement, la constructibilité, l'aménagement, ce que j'appellerais opérationnel, est très, très contraint. Enfin, nous, on le perçoit comme une Non, mais difficulté technique, mais pas comme c'est un constat, c'est un constat. pas Hein, forcément une inconstructibilité. c'est pas un reproche. Hein. Après les risques naturels, tous les aspects liés aux risques industriels, technologiques et également la santé humaine. Donc là, on prend vraiment en compte l'ensemble des secteurs, enfin des activités à risque, donc, notamment les installations classées pour la protection de l'environnement, les ICPE, les différents sites Céveso. Alors, il n'y en a pas 50 sur le territoire, mais il y en a quelques-uns quand même. Hein. Les chimiques de l'os, par exemple. Il y en avait. On prend en compte la pollution des sols. Alors, il y a différents référentiels qui existent sur les pollutions connues. Pareil, on vient adapter ce qu'on est en capacité de faire ou pas sur ces sites pollués. La qualité de l'air, donc c'est la carte que vous voyez sur la partie droite, hein, des cartes stratégiques de l'air qui sont également établies et prises en compte dans l'état initial de l'environnement. Le transport de matières dangereuses, qui est essentiellement de deux types hein, sur la métropole, gaz et air liquide. Le risque minier, qui est arrivé justement avec l'intégration de la petite commune de la Haute-Deule, effectivement avec 2 puits de mine qui sont présents sur Bovin et Annulin, donc il convient de prendre en compte. Hein, donc il n'y a pas de plan de prévention des risques miniers. Mais néanmoins, il y a des zonages connus qui permettent justement de limiter les risques de construction à côté. Les nuisances sonores, hein, on a eu un bel exemple avec le passage des motos tout à l'heure, voilà, qui sont prises en compte. Donc il y a des cartographies de bruit qui sont prises en compte. Et enfin, la gestion des déchets, important aussi en termes de salubrité publique. Donc là, les enjeux, bien évidemment, c'est la sécurité des biens et des personnes lorsqu'on est en situation effectivement d'exposition fort à un risque. Donc là, encore une fois, ces outils aussi de protection, notamment des risques technologiques, sont régis par la réglementation faite par l'État. Hein. Donc là-dessus aussi, on est dans une voilà, prise en compte obligatoire dans le cadre du PLU. Sur la pollution des sols, là, il y a tout un travail, pour le coup, qui tient à la fois compte d'état de connaissance, puisque aussi l'État tient aussi à connaissance des collectivités des situations de pollution des sols, mais on a aussi développé par historique compétences aussi et connaissances. Donc on a aussi dans le cadre des situations de pollution qui sont liées à notre propre historique et notre propre archivage, et qui vient compléter finalement l'approche des sites et sols pollués portés par l'État. Sur la réduction effectivement des expositions aux nuisances, là, effectivement par rapport au bruit, il s'agit effectivement des mesures d'évitement, d'éloignement ou des dispositifs finalement de traitement de la constructivité visant à améliorer la situation d'exposition notamment au bruit. Donc là-dessus, en termes d'outils, hein, entre le plus 2 et le plus 3, il n'y a pas forcément sur ces éléments-là de grandes révolutions. Il y a sur un certain nombre de sujets soit des connaissances qui s'améliorent au fur et à mesure que l'État a fait évoluer ses dispositifs, forcément on ajuste, donc il y a une mise à jour des données de départ sur ces différents sujets qui est faite. Et après, on travaille à l'intégration aussi de solutions techniques pour tenir compte de ces situations. Alors, la pièce qui est la plus évocatrice de ce sujet-là, c'est l'orientation d'aménagement et de programmation, je vous en parlais tout à l'heure, hein, qui traduit les objectifs du plan climat, air, énergie territoriale, et dans cette pièce-là, hein, qui est un document intermédiaire d'ailleurs, hein, qui n'a pas été élaboré au moment du plus 2 initial, mais qui a été élaboré dans une procédure de modification qui entre en vigueur encore très récemment, pas exactement d'ailleurs, mais il y a quelques semaines, quelques mois, 28 février, quelques semaines, et qui effectivement intègre aussi vraiment dans une logique à la fois d'incitation, hein, parfois, pas uniquement en termes prescriptifs, mais effectivement à des mesures de précaution. Voilà. Vous intervenez dans une situation de bruit, voilà les vigilances que vous devez avoir. Donc, dans cette OAP, plan climat, air, énergie territoriale, on retrouve beaucoup de choses dans ces enjeux de prise en compte des risques technologiques. Elle doit être supérieure à la réglementation acoustique nationale? Alors, on n'est pas forcément toujours dans des écritures type réglementation. On est plutôt dans des logiques de prise en compte. C'est-à-dire que
dans la conception du projet, on est vraiment dans la logique éviter, réduire, compenser. Voilà. C'est-à-dire, évitons déjà de mettre en situation l'exposition du bruit, par exemple l'implantation des logements, en faisant plutôt de l'activité, l'orientation, en faisant des écrans. Donc on est plutôt sur cette appréhension-là qu'une réglementation qui, effectivement, on retrouve plutôt dans le code de la construction, dans des documents de PLU. Alors, point important, donc la consommation foncière. Donc, effectivement, on est sur un territoire qui est très artificialisé. Hein. On a un peu plus de 50% des espaces artificialisés. Donc, en moyenne, en région, on est plutôt autour de 20%. Hein, donc, c'est quand même beaucoup. Donc, 49,7% en 2020 d'espaces agricoles et naturels. Entre 2010 et 2010, voilà, il y a eu plus de 1000 hectares, donc ce qu'on appelle le consommé, des espaces agricoles ou naturels qui ont été artificialisés. Donc vous avez une carte ici sur la droite avec les principaux secteurs. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est important et que l'État nous demande notamment de réduire. Comment vous écrivez les ânes, vous? Comment on les écrit? Les ânes. Les ânes. Plusieurs mots en un seul mot. Justement, il y avait une question de monsieur sur la prise en compte de la loi BUT, sur la loi climat. Je ne sais pas si vous... Si on a bien dans les enjeux, alors effectivement... Alors, pour ceux qui ne savent pas, ZAN, ça veut dire zéro artificialisation nette. C'est un objectif que la loi climat assigne aux documents d'urbanisme, et c'est une trajectoire qui doit nous conduire à zéro artificialisation pour 2050. Et donc, avec une prise en compte progressive des documents de planification que sont le PLU notamment. Et du coup, dans le PLU 3, il y aura un objectif d'artificialisation, de non-artificialisation. Alors, il existait déjà dans le jeu. Donc, un effort significatif avait été fait dans le PLU et a été fait dans le PLU 2. Et bien évidemment, donc, on ne peut pas aller contre l'histoire, sinon on irait contre le droit. Et donc, les objectifs qui sont assignés aux documents de planification sont de plus en plus exigeants sur cette thématique-là. Et donc, il y a donc une architecture qui est construite, notamment par la loi, qui voudrait que déjà, ce soit défini au niveau de la région, que ce soit décliné au niveau des SCOT et que ça atterrisse enfin dans les Tradettes, les SCOT. Du coup, il y aura un atterrissage dans le PLU 3. Alors, il y aura un atterrissage partiel dans le PLU 3. Alors aujourd'hui, pour être clair avec vous, on est en train d'essayer de s'approprier donc ces nouveaux objectifs et surtout cette nouvelle façon d'apprécier ce qui est, on va dire, l'artificialisation. Les décrets ne sont pas encore parus. Et ce que je disais à monsieur, c'est que justement... Il y en a 3 en cours actuellement. Oui, ils sont en consultation. Et c'est surtout que certains considèrent qu'ils ne traduisent pas assez fidèlement quels étaient les objectifs du législateur. Donc tout ça reste à stabiliser, mais pour autant, nous avons nos propres objectifs en matière, justement, et c'est ce que décrivait William et monsieur, en matière, on va dire, de préservation de notre environnement. Nous avons déjà des objectifs qui sont les nôtres et qui ont précédé la loi. Et que nous continuerons bien évidemment à pousser, puisque on l'a vu notamment avec la crise sanitaire que l'on a traversée, les exigences et des habitants et des élus ont été vraiment mises en avant, cette question justement du bien-être, on va dire, environnemental. Et bien évidemment, ce n'est pas quelque chose sur lequel on revient en arrière. Mais l'obligation est plus forte par la loi, notamment par la loi climat. Et donc, le PLU 3 mettra en avant un objectif de consommation de terres agricoles, d'espaces forestiers. C'est ce que je vous disais, le PLU 2 déjà le précède. Donc, c'est ce que disait monsieur, on a un territoire qui dit 50-50. C'est le constat. Et là, je vous dis que les retours que l'on a et des élus et des habitants que l'on a consultés, c'est de pousser encore un peu plus loin le curseur, sans parler de ce que la loi même nous assigne à faire. Alors derrière ce sujet qui est l'artificialisation, en fait, le fait de changer la vocation naturelle ou agricole d'un espace, il y a plusieurs enjeux. Effectivement, il y a un enjeu de précaution, de garder des terres arables pour répondre à notre question d'autosuffisance alimentaire nationale. Ça, c'est le sujet. Arrêtons de consommer des terres agricoles, parce qu'on en a besoin pour la production alimentaire. Ça, c'est une partie du sujet. Dans les espaces, il n'y a pas que des espaces agricoles, donc il y a un autre objectif qui a été rappelé, qui est les questions d'enjeux de biodiversité, de préservation, les zones humides, etc. Donc on y répondait déjà dans le plus 2. Je le dis parce qu'on ne le valorisait pas forcément, dans le cas du plus 2, on ne le valorisait pas forcément
dans une logique de consommation foncière. Et c'est là où l'approche du zéro artificialisation nette nous y conduit, parce qu'en gros, partout où on pourra pas artificialiser, ça répond à cet objectif. Ça, c'est ce qui aussi évolue. Après, on a aussi derrière cet objectif de consommation foncière, donc ce qui est plus évident, hein, c'est qu'on arrête l'étalement, ça en était déjà dans le sujet, les fortes réductions entre le PLU1 et le PLU2 sur ces sujets-là, particulièrement sur les secteurs gardiens de l'eau, où là, c'est zéro extension. Après, là-dessus, effectivement, sur cette nature-là de développement, là, on voit bien que le contexte invite à aller vers une trajectoire où il n'y en a plus sur l'échelle de l'ensemble du territoire national. Ça, il faut voir comment on écrit cette trajectoire. Ça va prendre un peu de temps à se définir. Mais l'autre aspect, qui est un peu synergique avec un autre objectif, c'est la question finalement de la reconquête et de la renaturation de nos espaces artificialisés. Donc, ce qui est important, c'est que dans le zéro artificialisation, il y a le net qui renvoie à un aspect comptable entre peut-être quand même des extensions si c'est justifié, je reviendrai sur la question des justifications, mais en compensation, vous nous renaturez ce que vous avez artificialisé dans votre histoire. Donc, c'est pas quelque chose de figé, en tout cas. Il ne faut pas voir ça forcément comme on met sous cloche tout ce qui est aujourd'hui non artificialisé. C'est pas l'esprit de la loi. Ça ne nous semble pas forcément nous non plus opportun parce que l'héritage de ce qu'on a de vert n'est pas toujours d'une grande qualité. Il y a des choses qui sont des vraies logiques de délaissé, des choses qui à valoriser ne sont pas forcément toujours pertinentes, que ce soit pour une activité agricole ou naturelle, et que peut-être qu'on peut retrouver des équilibres. Donc ça, c'est en tout cas l'approche du sujet. On est vraiment dans cette approche globale d'un équilibre, effectivement, entre la consommation d'espaces qui sont aujourd'hui agricoles, naturels, mais aussi la question de la renaturation. Et donc ça remet forcément en exergue et en enjeu tous les outils que je vous ai indiqués tout à l'heure, de recréation de parcs, de représervation de l'espace. On travaille aussi fortement sur ces sujets-là. Après, concernant la mécanique de justification, la manière dont on est tenu de présenter les choses, et là-dessus, on n'est en rien spécifique, hein, c'est la loi qui le définit, elle est un peu la suivante, c'est ce qui est rappelé là, hein, c'est déjà on part des besoins. On n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes réalités, les territoires sont différents. Donc les comparaisons, effectivement, doivent d'abord tenir à cette appréhension des besoins. Donc le premier sujet, c'est de définir plus précisément les besoins, et c'est ce qu'on fait. Sur la question économique, on lance une étude pour affiner le sujet. Alors on est sur de la prévisibilité, hein, donc c'est jamais parfait, mais on essaye d'affiner notre capacité de prévoir ces besoins. Ces besoins étant identifiés, la question après, c'est il faut favoriser le renouvellement urbain, c'est identifier le potentiel. Là aussi, c'est un travail important d'aller identifier, alors collectivement, on ne le fait pas seul, avec des outils techniques, mais aussi avec du dialogue beaucoup, de dire qui a un bout de foncier, entre guillemets, à mettre à profit des réponses aux besoins en renouvellement urbain. Donc ça, c'est un travail qu'on fait pour identifier effectivement ce potentiel. On regarde aussi comment densifier. Voilà, l'idée, c'est d'améliorer notre capacité de densification. Alors, qu'on soit qualitative aussi, donc ce n'est pas qu'un sujet quantitatif. On regarde ce sujet-là aussi par rapport au contexte, et les secteurs qui nous semblent les plus pertinents à venir densifier, c'est les secteurs desservis en transport en commun et dans les centralités, parce que c'est ceux qui, sur le plan environnemental, finalement, pourront mieux absorber cette densité de manière vertueuse. Bien évidemment, l'idée, c'est qu'on priorise toutes les actions, tous les gens, entre guillemets, les acteurs, hein, les communes, les volontaires qui sont dans cette dynamique de mobiliser du renouvellement urbain, plutôt que de le figer ou on favorise ce type de projet. Là, un certain nombre d'outils, et là, pour le coup, le PLU est vraiment un outil, quand je dis les OAP, pardon, les orientations d'aménagement et de programmation, pour les programmes, les projets d'aménagement, c'est ça. C'est-à-dire que là, bon, votre projet est un peu spécifique, le PLU tel quel, il ne répond pas tout à fait au contexte, le projet, on le partage, il nous semble d'intérêt général. Donc, on adapte la réglementation à votre projet parce qu'il nous permet de répondre aux besoins logement, aux besoins économiques du territoire. Donc, ça, on va développer ça dans le plus 3. Il y a toujours une demande aussi importante de l'OAP ? Toujours aussi importante. Et en même temps, ça serait logique par rapport à ce que je viens de vous dire là. Ouais, vous pouvez développer, mieux densifier autour des axes de transport. Vous pouvez expliquer un peu? Alors, mieux densifier, alors il y a plusieurs sujets. Notre vraie finalité, c'est pas une question d'image, hein, c'est pas une idée de faire plus haut, plus dense, c'est d'optimiser l'usage, c'est qu'il y ait plus de gens
qui habitent, qui travaillent dans les secteurs desservis. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont utiliser les transports en commun. Et si on augmente la part d'usage des transports en commun, au-delà de l'aspect économique de le rentabiliser, on est très vertueux aussi sur la transition climatique et énergétique. Voilà. D'autres vrais leviers sur notamment les gaz à effet de serre liés aux mobilités, c'est le transport en commun. C'est ce qui a un effet significatif. Donc si on les fait et qu'on met les gens dehors, au mieux ils prendront leur voiture pour aller se reporter sur le transport. Au pire, une fois qu'ils sont dans leur voiture, ils finissent le parcours. Donc voilà, c'est ça l'idée qui nous anime. Après, on a conscience que par cet objectif-là, il faut donner la mesure de cette densification dans la forme, que ce soit entre guillemets assez intégré. Et donc c'est là où les débats s'organisent. Hein. Si on voulait densifier, il faut préserver l'existant. Donc là, il y a des débats qui s'organisent. Et moi, je mettrais un élément de plus, c'est qu'on a des villes avec des densités très fortement différentes. Oui, la commune que je connais un tout petit peu pour avoir géré l'urbanisme, j'ai des quartiers où j'ai 8 ou 9 logements à l'hectare, des quartiers où j'en ai 120 à l'hectare. Je souhaite dédensifier mes quartiers à 120 à l'hectare. Donc, je vais avoir une population et un besoin pour ramener ça à un équilibre, je vais dire, aux alentours de 80 logements à l'hectare. Il va falloir que je redensifie ailleurs. Lors de l'ancienne révision, j'ai encore un souvenir cuisant de vouloir redensifier les quartiers à 8 logements à l'hectare. On est resté à 8 logements à l'hectare. Dédensifier, tout le monde est d'accord. Densifier, tout le monde est contre. C'est ce qui fait que j'ai fait ma casquette d'élu à l'urbanisme, puisque c'est un débat qui est un peu stérile entre les deux. Il y en a un qui protège son bien et les autres qui aspirent à obtenir gain de cause. C'est tout. Quand on a des quartiers avec des logements qui ont 3,50 m de façade, vous allez expliquer comment on dédensifie. On a commencé à le faire, nous, dans notre bonne ville. Ça prend un temps fou, parce qu'il faut racheter logement par logement. Garder ces logements en patrimoine pendant des années, même si la MEL a mis en place des outils de traitement comme la fabrique des quartiers ou des éléments comme cela, il faut énormément de temps. Et les besoins sont là. Les besoins du PLH qui étaient annoncés, 6200 logements, ils n'ont pas changé beaucoup par rapport à ceux du PLU2, ni à ceux du PLH 1. On n'a jamais réussi, je dis bien jamais réussi, on peut comparer les chiffres, à obtenir les résultats qu'on souhaite. Le résultat aujourd'hui, c'est que dans une ville comme la mienne, il faut à peu près 10 ans pour avoir un logement social. Pour avoir un logement social, 10 ans. Comment on fait pour répondre à ces besoins-là? On met toutes les strates. Hein. Moi, je regarde l'équilibre global de la masse. C'est pas tous les sujets pris séparément en valent la peine. Je pense que c'est vrai. Mais après, il faut avoir une vision globale de la chose et se dire bon, qu'est-ce qu'on met en avant? Qu'est-ce qu'on met en avant? On répond à notre population? Au bien vivre de la population? C'est quoi le bien vivre? Les questions, j'ai rempli mon questionnaire avec beaucoup de plaisir. Les questions sont toutes imbriquées les unes dans les autres. on est d'accord. On a eu un projet magnifique à côté de chez nous, hein, dans la ville voisine qui jouxte mon centre-ville. Demandez un peu à mes collègues croisiens ce qu'ils pensent de l'urbanisation qui a été faite sur l'espace d'à côté, sur Villeneuve-d'Ascq, en limite, qu'on appelle la mairie. Vous leur demandez. Si c'est ça qu'on doit faire sur Croix, c'est même pas la peine de penser qu'on va s'approcher de ça. Donc la difficulté, c'est de tout prendre en compte. Et plus on est en concertation en amont, plus on se rend compte que les gens veulent de la dédensification possible. Les axes du Grand Boulevard, on avait mis des zones spécifiques et je me souviens d'une discussion avec le vice-président de l'ABI en fin des fins, quand on a plié au desiderata des propriétaires fonciers qui avaient 1 hectare pour habiter un logement, à moins de 100 mètres d'un axe lourd de transport en commun. Dédensifier, c'est une obligation dans beaucoup de quartiers, parce que le quartier qu'on a nous à Croix, Roubaix en a plein, Tourcoing en a plein, il y en a partout, des quartiers comme ça. Donc c'est par là qu'on va améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Dans le cas du Covid, ceux qui habitaient à 6 ou 7
dans une maison qui fait 70 mètres carrés, mais qui représente 70 mètres sur 35 mètres ou 45 mètres carrés de terrain, là, c'est à eux qu'il faut répondre. Ceux qui ont 120 mètres carrés et un petit jardin n'ont pas eu beaucoup de soucis. Donc la vraie question politique, pas technique, hein, mais politique, c'est qui on met en priorité pour faire évoluer notre métropole dans le sens de l'environnement, puisqu'aujourd'hui le sujet c'est l'environnement humain. On a fait des bouts d'espace vert, des squares qui font 150 mètres carrés. On a acheté 3 maisons, puis on a fait un square. On en a fait un autre après, mais j'avais calculé, moi, qu'il fallait, et puis quand j'ai dit ça, je me suis fait un peu jeter par mes collègues, il fallait à peu près 150 ans pour dédensifier le quartier de Saint-Pierre-à-Croix. Mais là, on ne peut pas opposer, c'est pas ce que l'on propose. Non, c'est pas s'opposer, c'est le constat, ce que je te disais, c'est le constat, c'est de dire aujourd'hui, il faut tenir compte qu'on a besoin de dédensifier quand même pas mal de quartiers dans notre métropole. Alors, on ne le dit pas forcément comme ça, parce que, attention, hein, il y a une approche très visible de la densité. On démolit un bâtiment, on a l'impression qu'on les densifie. Ce n'est pas forcément le cas en usage. Ouais, non. Et donc, Je suis convaincu, moi. Et donc, nous, le sujet, effectivement, donc, le côté que tout est lié, ça, c'est le rôle d'un PLU. On doit trouver l'équation. Heureusement qu'on trouve qu'elle n'est pas insoluble, sinon on arrêterait tout. Après, ça ne veut pas dire qu'elle est simple. Mais entre justement répondre aux besoins, on est d'accord sur les besoins logement, la situation est très critique. Et sur notre territoire, elle est à l'échelle nationale. Il faut y répondre. Et il faut y répondre avec effectivement des éléments d'attente. Et les éléments d'attente, c'est effectivement de recréer aussi des espaces verts. Et donc il faut intégrer dans la programmation, mais il y a un moment de l'histoire où ça existait quand même, donc ce n'est pas des choses forcément nouvelles. C'est-à-dire que quand à un moment donné, il a fallu redonner de la salubrité dans les villes, la question de recréer des parcs, ça faisait partie du système et de l'équation et de l'histoire de notre territoire. Il y a une époque où on a créé des parcs dans un contexte justement de la ville industrielle très très dense, etc. Est-ce que c'était suffisant? On peut se reposer la question maintenant avec recul, non, c'est peut-être pas suffisant. Mais dire que là, on est effectivement à un moment de l'histoire où la question du parc de l'espace vert, c'est un sujet à corréler avec la question du développement urbain. Et donc, effectivement, là où on va densifier, il faut faire plus de parcs. Ça paraît. Non, là où on va densifier, il faut faire plus de parcs. C'est pas contradictoire. C'est écrit là. Et techniquement, il n'y a rien qui l'empêche, et même économiquement, parce que oui, effectivement, il y a une économie de projet qui fait qu'on peut peut-être aménager un parc là-dedans. Et donc, concrètement, pour ces outils-là, hein, c'est ce qu'on a dans le PLU, c'est qu'on indexe à un moment donné la question de créer des espaces verts à la constructibilité. C'est-à-dire, voilà, quand on construit, ben, on doit laisser des espaces de pleine terre aménagés pour qu'au moins que les gens de la résidence, si c'est un collectif, ils aient au moins en proximité un premier espace vert. À défaut d'avoir un espace public, au moins il y a ça. Après, bien évidemment, on sait qu'il y a comme enjeu de recréer aussi à un moment des espaces publics en tant que tels pour mieux mailler le territoire. Donc ça, on est clairement dans le débat là, c'est la crise sanitaire qui a remis ce sujet-là dans un rôle de proximité, parce qu'en disant peut-être qu'on peut trouver des solutions plus loin, là on a vu que non, on veut que ce soit plus en proximité. Ça évolue quand même là-dessus. Mais c'est l'espace extérieur au niveau de l'habitation, c'est l'espace extérieur au niveau de la rue, c'est l'espace extérieur au niveau du quartier, c'est l'espace extérieur au niveau de la métropole. Ce sont sur toutes ces échelles-là. Il y a un dernier élément, il est marqué consommation foncière. Sur un mandat, donc 6 années, le coût du foncier dans ma commune a été multiplié par plus que 2. Pour quelle raison? Quelle raison? Pas de disponibilité foncière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui habitaient la ville et qui voulaient avoir un parcours résidentiel ne peuvent plus avoir un parcours résidentiel. Sur la même période, on est passé à 3 500 € du mètre carré habitable vendu en collectif, à aujourd'hui quasiment 4 500, 4 700, avec une évolution du pouvoir d'achat qui n'est pas du tout dans la même échelle. Ce sont tous des éléments qu'il faut tenir compte dans la qualité urbaine et de ce qu'on va proposer. On est d'accord. C'est un enjeu de l'habitat. Alors, on a moins insisté sur les enjeux de l'habitat, parce que ce n'était pas le même, mais bien évidemment, c'est un des C'est lié.
Dernier point, donc sur le contexte énergétique et climatique. Donc on a la chance justement, c'est tout à l'heure, de bénéficier d'un plan climat, air, énergie territorial qui est relativement récent, et donc avec un certain nombre de données qui sont très intéressantes. Donc on a des ratios. Voilà. On sait que sur la mer, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, 40% des émissions sont liées au transport routier. Hein. Donc c'est quand même énorme. En deuxième, c'est le résidentiel, à travers notamment les aspects chaleur des logements lorsqu'ils sont faits avec des énergies fossiles, gaz notamment. Donc ça, c'est pour les émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit qu'un gros levier d'action, effectivement, c'est bien sur le transport routier en tant que tel. Et en termes de consommation d'énergie, voilà, l'idée du plan climat, c'est de réduire de 16% les consommations d'énergie et également d'augmenter la production d'énergie renouvelable, qui se fait également sous contrainte, sous d'autres contraintes environnementales aussi, hein, que ce soit paysagères, ce genre de choses. Liées aussi aux aspects de recharge en eau souterraine lorsque c'est des projets au sol, ce genre de choses. Oui, je ne vais pas rentrer spécialement dans les chiffres, sauf si vous avez des questions particulières. Alors là, en grande synthèse, hein, c'est pareil, c'est un sujet très très large, la question de l'adaptation au changement climatique, transition énergétique du territoire. Il faut quand même indiquer que sur ce sujet très très large, il y a quand même des ambitions et des orientations qui sont en tout cas portées très clairement par la métropole, hein, à travers son document qui est le plan climat, air, énergie territorial, qui donne clairement la trajectoire. Hein. Cette trajectoire, elle s'inscrit bien évidemment dans les trajectoires que porte l'Europe, qui est portée à l'échelle nationale et qui est déclinée à notre niveau. Donc, des trajectoires à la fois en réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi dans réduction des consommations d'énergie et en production aussi d'énergie renouvelable. Tout ça est porté et il s'agit effectivement, à travers le PLU, de créer les conditions à la fois favorables au déploiement des réponses, hein, notamment en termes d'aménagement, d'urbanisme du territoire, mais aussi de donner aussi les conditions favorables à la mise en œuvre des différents dispositifs finalement de production, d'approvisionnement ou de ressources sur le territoire. On voit bien que cette question des transitions, elle passe déjà par une question de sobriété, de modération, et donc d'intelligence dans la manière de concevoir la ville pour justement qu'elle soit moins consommatrice, moins émettrice. Donc ça, c'est pour des sujets. Effectivement, le fait de favoriser le renouvellement urbain, moins les extensions qui sont plus périphériques, plus loin des réseaux, plus loin des lieux de production, c'est la manière voilà, de répondre au sujet. Après, effectivement, il y a aussi des enjeux dans la construction même des logements, la construction des locaux d'activité, dans leur performance énergétique notamment, dans leur capacité aussi à produire sur leur lieu même une part de leurs besoins en énergie. Alors c'est un sujet en pleine mutation. Constatez que le contexte actuel accroît encore la problématique. Hein. On a conscience qu'à l'échelle de notre planning du plus, on n'aura sûrement pas soldé le sujet, que c'est sûrement le sujet des prochaines années, que l'évolution de l'urbanisme en lien avec ces enjeux, notamment énergétiques. Mais l'idée, effectivement, pour nous, c'est d'avancer. Dans le plus 2, on avait déjà intégré un certain nombre d'éléments. Effectivement, le plan climat air énergie territoriale a ramené des ambitions claires qu'il s'agissait de retraduire. Il y a un nouveau contexte, donc effectivement, on va encore renforcer tout ça. Et on voit que c'est un sujet en pleine révolution d'une certaine façon, et qui aura sûrement matière d'ailleurs à avoir d'autres adaptations du document s'il le fallait pour répondre à ces enjeux à venir. Voilà. La réglementation environnementale est applicable depuis le début de l'année. Donc au niveau construction, on devrait avoir une amélioration. La difficulté, c'est que le nombre de logements neufs créés chaque année par rapport au parc existant fait qu'il faut aussi là un siècle, quasiment, voire plus d'un siècle, pour pouvoir renouveler. Si on veut avoir une efficacité au niveau du climat, c'est surtout sur le patrimoine ancien qu'il faut agir. Le gros levier, c'est celui-là. Le neuf, la réglementation environnementale, les logements qui vont correspondre à ça vont plus être très énergivores. Hein. On a terminé là-dessus. On n'est plus dans les logements d'avant 74. Ça peut rien avoir. Hein. En termes d'énergie, effectivement, sur les nouveaux logements, il n'y a plus trop de soucis. Par contre, il y a une autre thématique qui va venir dans les prochaines années. Ce sera plutôt le confort d'été. On parlait beaucoup de confort d'hiver. Effectivement, pour consommer moins en termes d'énergie, ce que fait.
Mais on a aussi du coup maintenant les questions de confort d'été liées à des vagues de chaleur et des îlots de chaleur 20. Voilà. Comment construire pour faire en sorte que les bâtiments ne consomment pas trop l'hiver, mais restent relativement frais l'été. Ce qui n'est pas une mince affaire quand même en termes de. Les solutions existent, les mettre en œuvre, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, il y a Pinel qui vient de passer un texte sur le Pinel Plus, où il faut tenir compte justement de ces éléments-là. Par exemple, des appartements traversants pour pouvoir faire des courants d'air, pour faire baisser la température de quelques degrés. Des solutions, il y en a. Le tout, c'est que le locataire ou l'acquéreur final ait les moyens d'acheter ou de louer. La difficulté qui reste à faire, c'est ça. C'est le parc ancien qui est énergivore. Il y a un vrai enjeu sur la réglementation. Alors là, c'est vrai qu'à ce titre-là, le PLU aussi, il essaye de faire en sorte que dans ses réglementations, on n'empêche pas, mais c'est pas forcément là quel est l'effet levier. C'est bien qu'il nécessite d'avoir des dispositifs par ailleurs d'État, etc., d'accompagnement, pour que, du point de vue économique, la question de la réhabilitation soit effectivement plus développable à large échelle. C'est un vrai sujet sur notre territoire, parce qu'on a un parc ancien, très ancien, très important. C'est clairement pas qualitatif en plus. Clairement identifié justement dans ce plan climat, air, énergie territoriale, c'est un des gros volets, quoi. Il y a la question des transports en commun, et un des volets aussi importants, c'est le travail sur les réseaux de chaleur, donc comme l'autoroute de la chaleur qui a été constituée, qui est quand même pour notre territoire, un des principaux aussi leviers là, de capacité de production renouvelable. Évidemment, on a sur notre territoire d'avoir du champ éolien ou un grand champ photovoltaïque, c'est peut-être pas tout à fait propice. Par contre, on réfléchit plutôt à des logiques plus à l'échelle du bâtiment ou d'un secteur plus réduit, quoi. J'avais une question. On a vu que pour renforcer l'utilisation des outils existants, notamment pour améliorer la connaissance des différents phénomènes, que ce soit les risques. Dans le PLU 3, quels sont les outils mis en place qui permettent au PLU lui-même de s'adapter à cette connaissance qu'on va engranger au fur et à mesure des études. Parce que bon, on connaît les zones, etc. Est-ce que, au-delà des discussions qu'on peut avoir ponctuellement sur un besoin, est-ce qu'il va y avoir une variabilité comme ça des zones et des territoires qui vont permettre de s'adapter et d'accélérer le changement? On entendait parler de 150 ans dans les évolutions de certains secteurs. Je pense que c'est ces leviers-là qu'il faut avoir. Oui, c'est pas compliqué, le levier il est là. Vous voyez, entre mes deux doigts là. Si vous donnez. Non, mais si. En tant qu'élu, j'ai essayé de mettre en œuvre des aides pour l'amélioration de l'habitat en termes de consommation d'énergie. Si vous y mettez pas, allez, je vais pas dire 100%, mais au moins 99%, il y a une grosse partie de notre population qui n'est pas capable de suivre ce genre de choses. Économiquement parlant, elle n'est pas capable de le faire. On votait un budget chaque année, et chaque année, on reconduisait une partie du budget parce qu'il n'était pas consommé. C'est rien du tout. Non, mais l'État essaye de booster quelques systèmes là, actuellement. Bon, moi, j'ai testé à titre personnel pour ma fille cadette ma prime rénov'. Vous avez intérêt d'avoir Bac plus 5 dans le bâtiment, hein, pour pouvoir remplir les documents et que la procédure marche bien. Et vous obtenez le remboursement, quand ça se passe bien, par intervention auprès du tribunal administratif. C'était mon cas. Parce que le dossier, il avait été oublié. Donc, ils avaient dépassé le délai d'instruction, donc il n'y avait pas de réponse. Donc, le délai, c'était caduc. Bizarrement, en envoyant le dossier au tribunal administratif, c'est obtenu. Mais c'est un principe. Les gens qui aujourd'hui doivent changer. Bon, la première chose, c'est isoler le logement, parce que changer le moyen de chauffage, c'est bien, c'est quelques économies, mais c'est d'abord d'isoler le logement. Isoler un logement, on ne fait pas qu'isoler un logement, on doit le ventiler aussi, ce logement. Et il y a peu de professionnels qui sont capables d'aider les gens modestes qui ont une petite habitation et qui n'ont pas de budget, qui n'ont certainement pas encore 1 000 ou 2 000 euros à mettre
pour se faire assister. J'ai vu qu'Urbanis avait été le premier agréé dans l'accompagnement des rénovations globales, hein. Comment? Oui, mais c'est des toutes petites échelles. Solia le fait aussi, ma petite échelle. La fabrique des quartiers le fait aussi. Ce sont des échelles. La fabrique des quartiers, je vais dire n'importe quoi, mais c'est combien? 20, 30 logements par an, 40 logements par an? Non, mais c'est de l'ordre. Ça va pas à la centaine de logements par an. Et ce qu'on voit ici, c'est valable à l'échelon national. Donc ça veut dire un plan Marshall d'une aide colossale financière pour pouvoir réhabiliter ces logements. Est-ce qu'il faut réhabiliter un logement où il n'y a pas la possibilité d'avoir le moindre espace extérieur? C'était construit après la Première Guerre mondiale, les fondations, elles sont en briques. Donc on sait ce que c'est en termes de vieillissement, l'humidité, remontée d'humidité. J'ai été architecte un tout petit peu dans ma vie, pour certains qui me connaissent. Bon. Donc c'est des problèmes qu'on voit tous les jours. Et des gens qui ont un peu d'argent et puis qui mettent 10 000, 12 000 euros. Et puis ils se rendent compte qu'après, ils ont des problèmes de ventilation, il y a de la condensation, il y a de la moisissure, parce qu'on a collé des isolants, ou alors on leur a mis une chaudière à condensation, puis elle n'a jamais condensé, les chaudières, hein, le vrai problème, en termes, pas de PLU, je suis désolé, mais en termes d'environnement, c'est l'habitat ancien. Tout kilowatt économisé, c'est celui qui coûte le moins cher, hein. Et encore plus dans cette période là-dessus. Et le confort d'été, je ne vous dis pas pour ceux qui habitent dans des maisons qui sont sous les combles, des R plus combles, et qui vivent à un coup 6. Ils n'ont pas de problème de courant d'air en général. C'est tellement peu étanche qu'ils n'ont pas de problème de courant d'air. Par rapport à la méthodologie de révision PLU, parce que là, on a vu la phase de diagnostic, les grands principes, etc. Mais après, très concrètement, il y aura des questions qui seront tranchées, des changements de classification, de zonage. Oui. Ça intervient à quel moment? À l'arrêt du projet. Bah, c'est à l'arrêt du projet, en tout cas, vous en aurez connaissance. Évidemment, c'est un travail qui se fait, qui est en cours. Ouais, l'arrêt du projet, c'est à l'automne, hein, donc sur octobre cette année. Et après, il y a la phase d'enquête publique, donc ça ne sera pas tout de suite, effectivement, pas tout de suite après, parce qu'il y a une phase de consultation administrative. On sera sur une enquête publique qui aura lieu et dématérialisée. Ouais, le deuxième trimestre 2023. Et à ce moment-là, il y aura un relevé détaillé de telle chose, changer de tel statut. Il y aura l'ensemble du document, l'ensemble des pièces du document. En consultation, dans le cadre de l'enquête publique, un projet d'enquête publique avec une commission consultable. Justement, le registre numérique actuel, je l'ai regardé, il y a déjà beaucoup de petites remarques. Est-ce qu'elles vont toutes prises en compte une à une? Est-ce qu'elle a plusieurs centaines? Oui. Ah oui. Est-ce qu'il faut plutôt intervenir par les recommandés ou dans le registre numérique? Ça, vous faites comme vous voulez. Comme on l'a dit, vous pouvez le faire par voie postale ou par registre numérique. On n'a pas de préférence. Dans les deux cas, elles sont prises en compte. Et il faut peut-être remettre les modalités d'ailleurs. Oui. Le commissaire enquêteur avait pris combien au PLU2 de temps pour pouvoir consulter et mettre ses conclusions? Il a mis 6 mois. La concertation, voilà, elle est organisée par nous, c'est nous qui en tirons le bilan pour regarder bien l'ensemble des éléments qui sont recensés, analysés. On fait une synthèse, on porte pas une réponse à chaque remarque une à une, on analyse bien l'ensemble des remarques. Après, la phase d'enquête publique, l'enquête publique, elle est sous l'autorité du tribunal administratif qui délègue une commission d'enquête. Là, ce n'est pas tout à fait le même registre. Donc, effectivement, là, on a en général beaucoup plus de remarques au moment de l'enquête publique, puisque c'est là à la fois il y a plus d'éléments précis, donc ça permet d'expression, et puis il y a plus d'intérêt entre guillemets individuel, où chacun voit son projet, sa parcelle, etc. Donc ça donne aussi plus d'expression. Donc on était dedans de milliers d'éléments. Et là, pareillement, la commission d'enquête regarde individuellement chacun des remarques. D'ailleurs, nous sollicite aussi du coup pour y répondre, parce qu'elle n'a pas la solution, la réponse elle-même. On est amené, nous, à y répondre.
Ça, oui, c'est bien, on fait bien comme ça. J'ai plusieurs questions générales. La première question, c'est par rapport au changement climatique. Je pense qu'un certain nombre d'acteurs ne sont pas encore conscients que nous risquons d'avoir des épisodes pluvieux beaucoup plus brutaux que ce que nous connaissons. Et pour avoir fait refaire ma toiture, j'ai bien vu que le couvreur ne comprenait pas qu'on pouvait. Je lui ai demandé de prendre en compte grosso modo des épisodes de pluie violente, c'est-à-dire qui tombent 50 mm en heure. Et visiblement, il ne comprenait pas, parce qu'ici, on n'est pas habitué à des pluies violentes, brusques, concentrées dans le temps sur une demi-heure, une heure. Et avec toutes les conséquences que ça a. L'exemple que l'on peut citer sur la métropole, c'était avant 2010 à peu près, quand sur la rocade, on avait des parties qui étaient brutalement inondées avec 40 cm d'eau au moins, et on a fait 2 avaloirs géants de 45 mètres de profondeur pour résoudre ce problème. Donc, la question, c'est de savoir comment, dans le futur, on va commencer à intégrer ces différents aspects du changement climatique. Et ça, c'est très concret et ça a des conséquences sur l'urbanisation, sur le degré d'imperméabilité, sur la conception des réseaux, l'évacuation. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est sur la partie énergétique. On a actuellement une tendance nationale à développer les panneaux photovoltaïques, enfin, l'objectif. Je dirais, on aura, je pense, des réglementations qui évolueront sur l'obligation de poser des panneaux photovoltaïques sur des ombrières, sur des parkings, sur des bâtiments, sur tous les nouveaux bâtiments qui se construisent. Je pense en particulier les bâtiments industriels qui, pour l'instant, ont d'immenses surfaces, il n'y a pas de panneaux photovoltaïques. Et mon but, moi personnellement, c'est d'empêcher la construction de panneaux photovoltaïques sur des terres agricoles ou sur des espaces naturels. Actuellement, dans le Nord-Pas-de-Calais, là où on parvient à trouver un opus 810, c'est soit des anciennes bases aériennes, parce que là, c'est des sols qui sont tellement artificialisés qu'on voit difficilement ce qu'on peut en faire d'autres, et c'est des grandes surfaces. Donc ça permet de faire des centrales photovoltaïques. Ou bien, parfois, certains endroits, sur des anciens sites privés, des décharges, des salles décharges, là où il y a un consensus parce que je ne sais pas trop quoi faire, et on va certainement pas cultiver sur des anciennes décharges. Voilà. Et enfin, troisième point, c'est suite à la crise Covid, quels sont les outils d'observation des tendances à partie de la population qui souhaite habiter plus loin, donc quitter des appartements en zone urbaine, assez dense, pour aller acheter, louer des maisons avec un espace de jardin, surtout pour les gens ou une famille. Est-ce qu'on le constate sur le territoire de la métropole? Est-ce qu'on a des moyens d'observation? Puisque ça a des conséquences sur la demande, sur des changements de résidence, une partie de la population, une partie, celle qui a les moyens financiers. Bon, tenter de répondre, hein, parce que c'est des sujets qui dépassent ce qu'on peut appréhender dans un PLU. Mais pour répondre sur la question des phénomènes de pluie, la manière dont c'est appréhendé dans le PLU, hein, le principe, hein, c'est finalement de gérer l'eau qui tombe le plus en amont possible. On n'est pas dans les sujets de traitement curatif. Des collègues de la métropole, pour le boulot, c'est effectivement de gérer les pratiques de fluvial, d'assainissement et de recourir, le cas échéant, aux aspects curatifs lorsqu'on n'a pas su gérer en amont ou effectivement là où on est dans la réglementation, c'est d'exiger le traitement à la parcelle de l'eau de ruissellement. Alors après, effectivement, il y a un phénomène d'évolution climatique qui fait que peut-être que les référentiels techniques qui existaient fut un temps sont à revoir, ça c'est moins ma partie. Mais en tout cas, c'est ce principe-là qui est acté. Après, on agit aussi sur des éléments qui sont finalement, si on revient à l'approche écosystémique, qui sont les outils qui permettent de mieux d'atteindre cet objectif, et notamment la pleine terre.
là, la dimension quand même sur laquelle on agit, c'est de renforcer les exigences. Alors, dans le cadre du plus 2, apparaît pour la première fois la notion de la pleine terre. C'est-à-dire qu'on passe d'une notion qui était espace vert, dans lequel il était autorisé quand même d'y faire des éléments connexes, c'est-à-dire par exemple un cheminement en enrobé pour accéder au parking souterrain, quelques éticules, etc., qui fait que finalement, dans l'espace vert, on pouvait retrouver des aspects plutôt artificialisés. Et puis, on avait aussi pas forcément cadré la manière dont la pleine terre pouvait être aménagée, de telle sorte que finalement, on y comptait une somme de petits délaissés résiduels qui étaient finalement pas utiles, qui se retrouvaient à être végétalisés. Donc, il y a deux conceptions un peu qui sont renforcées. C'est le fait qu'on incite à la pleine terre, et c'est un élément qu'on va renforcer, notamment dans le secteur des gardiennes de l'eau. On va plus loin sur cette dimension. Pour nous, il n'y a pas de contradiction entre le fait de construire des voies de la pleine terre, c'est une histoire de compacité, effectivement, éventuellement de montée d'étage. Donc voilà, ça forcément, par effet, ça permet de pouvoir mieux assurer à la parcelle les questions d'infiltration. Voilà comment on agit. Après, bien évidemment, il y a des réglementations sur la question d'obligation de raccordement, de respect des principes aussi de réglementation d'assainissement qui se développent par ailleurs, c'est dans des démarches qui sont pilotées par nos collègues de la direction de l'eau et de l'assainissement. Le deuxième sujet, c'était la question des champs photovoltaïques. Alors, nous, sur ce sujet-là, le principe, c'est la loi d'ailleurs qui le dit, hein, c'est de ne pas interdire les dispositifs de production d'énergie renouvelable, à l'exception d'une considération d'enjeux environnemental majeur, dans un réservoir de biodiversité ou dans un espace naturel sensible, etc. C'est effectivement de facto pas envisageable, ou sur des prérogatives de patrimoine, des questions de protection du patrimoine. Ça, c'est les principes qui dérogent. Donc, c'est ce qu'on reprend comme principe dans le PLU. Après, effectivement, la question, elle est plutôt là dans les projets eux-mêmes, leur incidence et ce qu'on peut développer. Voilà, je ne ressens pas une volonté sur notre territoire d'imaginer beaucoup de déchets photovoltaïques sur les champs agricoles. Hein, c'est pas l'enjeu premier. Après, ce que vous dites, ça paraît bon sens. Par contre, il peut y avoir des espaces dans l'espace agricole qui sont artificialisés parce qu'une ancien usage qui peut justifier des friches ou des secteurs. Voilà, ça, c'est pas développé directement dans le PLU. Mais il y a effectivement dans le PLU des sujets connexes à la production d'énergie, il y a des sujets de méthanisation aussi, comme potentialité aussi. On voit que ça va sûrement devenir un enjeu majeur pour certains agriculteurs du contexte de chérissement du coût de l'énergie. Ça, il y a aussi un travail d'accompagnement, mais on est plutôt sur le principe de faire en sorte que ça soit d'abord en renouvellement urbain, comme une activité économique, finalement industrielle, qu'en plein milieu de l'espace agricole. Voilà, donc effectivement, il y a cette question des champs photovoltaïques. Après, il y a la question aussi du porteur de projet, c'est-à-dire c'est quoi la dynamique? Est-ce que c'est un projet industriel? Est-ce que ça répond à une logique de territoire aussi? Donc ça, c'est aussi des choses qu'on va appréhender sous cette là en fonction des. Et la dernière question, c'était sur. Sur les séquences du Covid-19, est-ce qu'on observe Ah oui, alors ça, j'ai pas de connaissance d'études. Après du ressenti de certains maires, il y a un phénomène sur les communes périurbaines d'attractivité qui est lié au Covid. Ce retour-là des maires qui sont plus périphériques et plus rurales, forte attractivité. Ce qui pose deux questions, parce qu'à la fois, ça peut être un élément positif à l'échelle de la commune, c'est-à-dire qu'il y a une revitalisation avec des familles dans les villages qui occupent finalement des logements qui étaient sous-occupés par des personnes âgées qui étaient seules dans des grands logements. Il peut y avoir un mouvement de rotation qui est intéressant, parce que elle n'a pas de dynamisme, puis elle n'est pas porteuse de consommation foncière en tant que telle. Tout ce sujet-là est forcément cadré par les questions des capacités à avoir des extensions urbaines déjà. Et ce n'est pas un sujet qui sera accompagné en tant que tel. C'est-à-dire que notre projet, ce n'est pas de dire on va développer des extensions urbaines pour des maisons pavillonnaires parce qu'il y a une demande. Ça, ce n'est pas la réponse. La réponse, c'est par contre améliorons la situation
d'accueil à la fois des familles dans les espaces urbains plus denses. Donc, on retombe sur les sujets de recréer des espaces de nature, recréer des logements familiaux aussi dans les centres-villes à des coûts abordables. C'est dans l'équation un peu complète du sujet, mais c'est ça un peu la stratégie. On redemande d'attractivité à cette demande de nature en milieu urbain. Voilà. Après, la mesure, elle est effectivement difficile. Puis, de toute façon, elle est très socialement marquée, puisque pour pouvoir accéder à un logement sur des communes périurbaines du territoire, on va avoir un ticket d'entrée, quoi. Le PRPGD, comment est-il articulé par rapport au PLU, Alors, dites-moi ce que ça signifie. Plan régional de gestion des déchets? Alors, On a là, parlé pas mal de plans, mais je n'ai pas entendu parler de celui-là. Alors, j'avoue que nous, directement, ce n'est pas un document qu'on s'approprie. Après, on a une traduction à l'échelle de la métropole, de toute façon, de la stratégie de gestion des déchets. Donc, nous, on se fonde plutôt sur nos collègues qui, eux, doivent sûrement connaître ce fameux plan pour traiter le sujet, mais je ne connais pas exactement. Exemple, enfin, mise en exergue, ce plan régional de gestion des déchets, notamment du BTP, incite, oblige, il y a des engagements à avoir des centres de recyclage. Oui. Les déchets du BTP, qui sont des plateformes qui sont assez grandes et qui vont prévoir soit d'implanter, soit de pérenniser sur le territoire. Et dans le plus 2, le mot centre de recyclage n'existait pas dans les 10 000 pages des différents documents. Donc à un moment donné, on nous dit faites, et nulle part il y a l'urbanisme qui prévoit ça. Donc s'il ne le prévoit pas, il l'interdit plutôt. Alors, vous avez raison, c'est assez un enjeu. Alors, pour le coup, on évoque ce sujet-là, notamment à travers le plan climat, air, énergie territorial, parce que l'enjeu, c'est que le traitement des déchets se fasse en recyclage ou en retraitement le moins loin possible. Ça, c'est l'esprit du PCAT. Donc, ça implique forcément qu'on ait un maillage et une réponse territoriale sur notre territoire. Mais même si, bien évidemment, on sait qu'on regarde la réalité aussi aujourd'hui des filières, etc. On ne pourra pas se dispenser de filières de traitement qui sont soit à l'échelle plus large régionale, mais même parfois bien au-delà. Hein, des déchets sont parfois traités en dehors du territoire national. Donc, cet objectif-là, il est bien là. Alors, comment ça se retraduit dans notre document sur ce sujet-là? C'est effectivement, on voit qu'il y a quand même un contexte qui est un peu plus important de précaution, de à la fois soit préserver ou de recréer des conditions d'implantation d'activités de recyclage. Malgré le fait que ce n'est pas les activités les plus avenantes, celles qu'on a le plus envie de trouver proches de chez soi, et qu'elles sont porteuses d'un certain nombre de Quand vous êtes entrepreneur de travaux publics, vous aimez bien avoir ça proche de votre chantier. Tout à fait. Quand vous êtes riverain, vous aimez moins. Donc, voilà. Ça peut être une télévision. Donc, on a ce débat-là avec concrètement parfois des volontés d'éviction, mais effectivement une vigilance, notamment des collègues chez nous qui travaillent sur le développement économique. Là, attention, parce qu'effectivement, cette activité, même si elle ne paraît pas séduisante, elle répond effectivement à une chaîne de valeur qui est liée directement soit à la filière de production de construction ou à d'autres filières économiques du territoire. Donc, on ne peut pas toutes les déplacer. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui émerge dans cette jeu. Et là, le PLU, effectivement, il a un rôle en déterminant des zones, notamment industrielles, hein, qui ont vocation. C'est aussi un sujet qui est en résonance avec la stratégie de valorisation du canal, et du canal Seine-Nord notamment, qui a déjà des choses qui sont dans ce sens-là, hein, c'est-à-dire la valorisation des déchets, hein, le centre de valorisation organique, qui est en relation directe avec la voie d'eau, avec le centre de valorisation énergétique à ALE1, hein, qui a des connexions, donc c'est des choses, effectivement, on s'imagine qu'il faut que ça se développe. Et encore une fois, c'est qu'à l'échelle du PLU et de temporalité qu'on a donné, c'est que le sujet émerge, mais il y aura sûrement encore à dire sur ce domaine-là qui est en plein questionnement, en évolution à l'échelle nationale. Et puisque vous évoquez, alors, est-ce que dans le PLU, alors peut-être pas sur la partie regroupement, mais est-ce que sur le PLU, il y a une prise en compte ou un jeu d'interaction avec l'euro tout ça, l'Eurométropole. Le PLU, c'est le territoire Lamel, et puis on traite ça indépendamment.
Enfin, sur le plan purement juridique, administratif, on ne régit que le territoire de la mer. Après, bien évidemment, il y a des secteurs d'interface sur lesquels il y a des relations particulières qui peuvent être menées, hein, quand on est vraiment vis-à-vis, pour faire simple, en frange. On a aussi une consultation qu'on est tenu d'avoir avec les territoires belges voisins. Ça, c'est en termes administratifs sur la concertation, il y a des choses qui s'organisent. Après, effectivement, sur le plan là des échanges, on se fonde parfois sur l'Eurométropole, hein, qui est une instance qui organise un peu justement cette réalité qui lie Tournai, Courtrai en termes d'animation politique. Hein. Le sujet est évoqué dans ces cadres-là. Voilà, les relations, effectivement, ont lieu dans ce cas-là. Après, c'est pas forcément un sujet évident. Il faut reconnaître qu'il y a quand même des réalités culturelles très, très différentes, des modes de fonctionnement, des réalités aussi d'acteurs qui sont particuliers, parce que l'organisation de l'urbanisme ou de la planification en Belgique est totalement différent de la France. Donc, c'est pas toujours, le dialogue n'est pas toujours évident. Puis, il y a des dimensions parfois concurrentielles aussi entre les territoires qui existent. Mais voilà, il y a quand même des échanges, et en tout cas, notre document, il est à un moment partagé. Ça fait partie des acteurs de la consultation administrative. Là. Moi, j'avais une question individuelle à poser par rapport à ma maison. C'est très, comment dire, très, très terre à terre, très individualiste, mais voilà. Ma maison, j'ai découvert avec le plus 2 qu'elle est, comment dire, frappée, marquée au fer rouge de emplacement réservé S3. Et ça, je voudrais le contester. Donc, on m'a dit qu'il fallait que je vois avec la mail, c'est ça? Je veux le contester, je veux, avec la mail, le faire modifier, le faire supprimer. Parce que j'estime que ça n'est pas justifié, ça n'est pas légitime. Et ma maison, du coup, elle n'a plus de valeur à cause de ça. Vous pouvez tout à fait vous exprimer dans le cadre de la concertation. Par courrier adressé à M. le Président de la mail. Voilà. Parce que j'ai téléphoné à la mail, on m'a dit qu'on ne me donnait pas de rendez-vous. On ne vous donnait pas de Non, on rendez-vous. ne me donne pas de rendez-vous. En tout cas, vous pouvez vous exprimer, on peut regarder à la fin. Je ne sais pas si vous là, c'est très Je personnel. peux vous écouter déjà. Ah oui, ça je veux bien. Moi aussi, j'ai pris mon dossier avec moi. D'accord. Voilà, c'est pour mettre la parenthèse, mais c'est une démarche très individuelle, je reconnais. D'accord. Mais en même temps, c'est en rapport avec tout ce que vous dites sur non à l'artificialisation à outrance. Moi, je suis en plein dans ce litige. D'accord. Moi, c'est pour mettre des parkings. C'est un tout autre sujet. Cela concerne les terrains prévus, qui devraient être mis en place pour les gens du voyage et les terrains pour l'habitat adapté aux gens du voyage. Il y avait deux choses. Non, c'est des terrains spéciaux pour que les gens puissent habiter sur place. Habitat. Voilà, habitat pour les gens du voyage. On a vu précédemment dans le plus 2, je veux dire, entre les projets de localisation prévus initialement et le résultat final, je veux dire, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que les élus s'y opposent, et part et l'autre. Donc, quel moyen, quelle méthode va-t-on prendre pour aboutir à ce que ces Français ne soient plus entièrement à part? Alors là, parce que je veux dire, souvent dans l'esprit des gens, il y a une confusion totale entre les gens du voyage et des populations de type Rome qui sont arrivées plus récemment d'autres pays. Comment alors? Sur le plan purement du PLU, parce qu'après la question de l'acceptation et le travail, ça se regarde aussi par site, secteur par secteur, parce qu'effectivement, dans le cadre du PLU, des contestations sont exprimées sur ces sujets-là. La traduction aussi dans le PLU qui a été faite, elle n'est pas de la volonté de la métropole, d'ailleurs c'est la commission d'enquête, comme je disais, dans le cadre de l'enquête publique. C'est bien une commission d'enquête qui est tout à fait indépendante, qui émet un certain nombre d'avis, qu'il faut qu'on tienne compte pour effectivement consolider juridiquement notre document. Effectivement, de ces remontées des communes, la commission d'enquête, en désaccord avec
Kamel avait sollicité plutôt le retrait des fameux emplacements réservés qui avaient été mis notamment pour répondre à ces besoins-là. Alors sur le motif suivant, ce n'était pas au sens de il ne faut pas en faire, c'était plutôt dans un sens de effectivement retravailler la concertation avec les citoyens, etc. sur ces projets-là. On sait que c'est comme simple, la concertation qui est faite sur ces sujets-là ne suffit pas à apporter l'adhésion. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Nos collègues de l'habitat qui suivent ces sujets-là de près poursuivent effectivement le travail avec les communes, à la fois d'identification de sites et puis de conviction, de concertation pour mettre en œuvre ce projet. Alors, ces projets-là, ils ne sont pas forcément, et pour la plupart d'ailleurs, ne sont pas du tout liés à la question du PLU. On peut aménager une aire d'accueil des gens du voyage dans une réglementation, une zone urbaine mixte. Ça, c'est ce qui a été prévu. Donc, ce n'est pas forcément des sujets qui ont pour seul élément de conditionnalité l'adaptation du PLU. Je comprends pas très bien ce que tu veux dire. C'est-à-dire que c'est la première étape. Si vous n'avez pas un emplacement, un territoire prévu dans le flux, il n'est pas forcé d'avoir un emplacement marqué sur un plan de PLU pour mettre en œuvre un permis de construire qui permette la réalisation. Et il me semble que la communauté urbaine de Marseille a été condamnée par un tribunal parce que justement, elle n'avait pas prévu à vérifier. Il me semble, c'est le sens du jugement, condamné par un tribunal parce qu'il n'avait pas prévu dans son flux les terrains et les surfaces nécessaires pour l'accueil des gens du village. Je ne connais pas le contexte de. Je pense ce que je veux dire, c'est qu'il qu'il n'y a pas besoin. Préalable pour pouvoir après. C'est pas une condition préalable. D'aide à l'habitat adapté, d'aire d'accueil des gens du village. Il faut bien avoir des terrains. Non, mais bien évidemment, d'avoir fléchés. Mon propos, c'est que ce n'est pas préalable d'avoir des emplacements réservés dans un PLU pour mettre en œuvre. Si on est propriétaire d'un foncier dans une zone urbaine, on peut mettre en œuvre. Donc après, la réglementation concernant ce sujet-là, c'est le plan départemental qui le définit. Mais ce plan départemental, c'est des objectifs pour chaque territoire. Donc il va dire, par exemple, sur le territoire urbain, il faut tant de centaines de places, tant d'hectares, alors c'est un petit emplacement pour répondre à l'habitat adapté. C'est un peu plus précis. C'est un plan. C'est un peu plus précis, ça a été décliné à l'échelle infra-territoriale. On sait quand même les secteurs qui doivent faire l'œuvre. À la fois, ça répond à des objections. C'est les communes d'une certaine taille qui sont soumises. Effectivement, il y a une logique quand même de bassin pour répondre intelligemment aussi aux besoins. Il ne s'agit pas de concentrer toute l'offre dans un secteur de la métropole. Ce ne serait pas la réponse. Donc c'est pour dire que ce n'est pas le PLU qui est l'outil alpha-oméga de cette situation-là. Il y a tout un travail, mais c'est chez nous une direction entière qui travaille le sujet, parce que c'est un sujet au cœur de la direction de l'habitat, donc c'est partie des politiques de l'habitat. C'est identifié dans le programme local de l'habitat, et il y a tout un service opérationnel qui fait ce travail concret d'aller trouver des terrains et de les aménager une fois qu'on est. C'est juste pour dire que c'est ça vraiment le travail effectif. À l'inverse, c'est vrai que des fois, on pourrait réfléchir. Mettre des emplacements réservés, à la limite, c'est pas forcément le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de les mettre en œuvre. C'est pour vous dire que c'est pas le plus 3 qui va être le go de départ de cette réponse. Le travail il a déjà lieu. Il est en train de se faire. Après, c'est pas un sujet simple, vous l'avez dit. Puis on regarde l'acceptabilité. Vous n'êtes pas présenté, on ne sait pas de quel service de la mail vous êtes. Et bien voilà, on peut le faire. Moi-même, c'est William Hamlet, je suis de la direction planification urbaine. Planification. Et monsieur Olivier Chopin. Alors, je ne suis pas de la MED, je suis un bureau d'études, donc indépendant. Odyssée Environnement, qui est basé au nord de Douai, mais j'habite Lille. Donc, bureau d'études en évaluation environnementale, de projet, de document de planification. Vous avez d'autres collègues aussi, à la fois de la direction de planification, aussi des collègues de la direction
Il y De avait l'accompagnement juridique des territoires qui aussi organise avec nous toutes les questions il y avait un de syndicat la concertation. qui s'occupait de syndicaliste. Alors, je suis plus dans. Le PLU il est réalisé en régie depuis quasiment sa création. Par contre, il y a un syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale, si c'est le SCOT. Effectivement, il y a un lien assez proche sur les sujets, mais c'est sur l'arrondissement de l'île, donc on est sur un territoire qui est un peu plus large. Maintenant, je vais un peu plus large puisque il y a des communes qui nous ont rejoints, mais ça comprend la PBL 40 en plus. Effectivement, il y a un syndicat mixte dédié à ce schéma de cohérence territoriale. Une voix forte et assurée. On ne connaît pas. Non, je plaisante. C'était Sergio Horace, qui est le directeur justement de l'accompagnement juridique en aménagement du territoire. Horace, A-U-R-A-S. Bien. Voilà, c'est bon. D'autres questions? Je vous remercie d'être venu ce soir, d'avoir pris votre temps pour qu'on échange. C'était la combienième réunion publique sur les 8? Bonne question, on en est, Laurie, tu sais, Cinquième. cinquième. Non, c'est Ouais, on a déjà Et eu les ateliers. atelier. Il y avait quoi comme atelier? Il y a eu Alors, je sais pas, on est à la septième. Et les ateliers, alors, si on se redonne les thèmes des ateliers, comme ça, de mémoire. Économie, commerce. Il faut aller sur Internet. L'avant-dernière. Oui. Voir le calendrier et les calendriers. Et du coup, il y en a une sur le diagnostic territorial. On n'a pas appréhendé par type de document, plutôt par approche thématique. On a distillé, comme on a fait là, au cours des thèmes, quelques éléments du diagnostic. Après, n'hésitez pas aussi à aller voir les documents en ligne, parce qu'il y a des éléments de synthèse, notamment voir les données sur les chiffres clés, quelques données un peu sur justement la sociodémographie, les éléments économiques. Et on alimentera aussi au fur et à mesure de l'avancée un certain nombre de... Voilà, par exemple, l'état initial est une forme de diagnostic sur le volet environnemental. La présentation sera envoyée à tous les participants, à tous les gens inscrits. Ce sera mis en ligne. C'est en ligne, hein, si vous avez Voilà. mis en ligne sur Plulis. Tout à fait, pour trouver tous les éléments. Et vous trouvez déjà dès à présent aussi à la fois les supports et puis les restitutions des autres ateliers, justement, réunions. Il va y avoir un compte rendu de nos questions-réponses. Il va y avoir effectivement un compte rendu. Ça va laisser des traces? Tout à fait. Vous avez deux personnes derrière vous qui, justement, ont eu la charge de faire des prises de notes, en tout cas. Il y a de la lecture. Donc ça sera bien. Fait. Après, n'hésitez pas aussi à formaliser, quand bien même on tiendra note de ce qui a été dit, de le formaliser aussi dans vos contributions. J'ai compris qu'on a fait des réponses. Vous n'aurez pas une réponse individuelle, mais elles seront analysées. Et la réponse, ça prendra la forme du bilan, par contre, qui sera un document annexé à la délibération. À la fois consulter et pour faire le retour de mes éléments. On analysera bien individuellement chacune des. Ce n'est pas une réponse individuelle. Merci à vous. Ça va, mon petit cas particulier, vous me disiez que j'ai déjà